Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette soirée débat municipal à Argentan, organisée par Ouest France et le Journal de l'Orne, à moins de 3 semaines du premier tour des élections municipales. Merci à la ville d'Argentan pour son appui technique et la mise à disposition du Quai des Arts. Alors nous allons être ensemble pendant un petit peu plus d'1 heure. Comme vous pouvez le voir, le plateau des invités est organisé à la manière d'un studio de télévision. C'est parce que nous avons l'avantage de pouvoir assurer une retransmission en direct du débat sur les sites internet de vos médias locaux et en particulier Ouest France Argentan et tu.fr. L'enregistrement de ce débat sera rediffusé demain matin et évidemment mis en valeur sur les pages Facebook de Ouest France Argentan et du Journal de l'Orne. Cette captation vidéo est assurée par une association de l'Orne, à savoir Génération Geeks, dirigée par Fabien Rillet et Marjorie Glinisson, qui sont respectivement animateurs techniciens et présidents de cette petite structure qui est désormais installée à 20 Anaps, près d'Alençon. Leur association œuvre depuis 4 ans dans le champ de l'éducation aux médias au travers d'interventions dans les lycées de la région. Et on va retrouver un volet pédagogique ce soir, puisque on a dans cette captation vidéo la collaboration de 7 jeunes d'Argentan âgés de 14 à 17 ans. Donc ce petit groupe a le privilège de partager cette grande première à Argentan en épaulant Fabien et Marjorie dans la réalisation technique de ce débat. Il y a quelques minutes, donc on s'est retrouvé avec les 3 candidats en coulisses pour évoquer le déroulement du débat. Je rappelle que pour y participer, le candidat devait avoir présenté sa liste complète auprès de nous, dans les journaux, ou nous fournir la preuve d'un dépôt de liste en préfecture. Donc ce soir, ils seront 3 autour de la table. On a procédé à un tirage au sort pour déterminer l'ordre de prise de parole. Donc le tirage au sort a été favorable à M. Carpentier pour la place de numéro 1, M. Karimoulier pour la place de numéro 2 et Frédéric Léveillé pour la place de numéro 3. Et donc cet ordre de prise de parole sera décalé à chaque question, pour éviter que ce soit toujours le même candidat qui réponde en premier aux questions. Le débat va se dérouler en 2 temps. On va d'abord avoir une série de 3 questions posées par les journalistes, donc Marie Langlais d'Ouest France et Léa Dallaglio du Journal de l'Orne. Et puis on aura une seconde partie où on a demandé aux candidats de se prêter à un exercice qu'on va vous présenter, on préserve la surprise, et puis aussi de répondre à des questions de lecteurs, parce qu'on avait invité les lecteurs de Ouest France et du Journal de l'Orne de nous soumettre des questions aux candidats. On en a eu plusieurs, donc on a été obligé de faire une sélection, parce qu'on ne pourra pas toutes les exposer ce soir. Ça sera une sélection, et donc les questions auxquelles qu'on ne pourra pas soumettre aux candidats, on y reviendra dans les journaux. Voilà. Écoutez, je vous propose de commencer cette soirée débat sans plus tarder. On va commencer avec... chaque candidat va se présenter, un à un. Et donc c'est M. Carpentier qui a l'honneur de commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Je le tiens de mon père. Et la parole d'un père, c'est important. Excusez-moi. Il m'a dit, devant un auditoire, tiens-toi debout. Excusez-moi, M. Carpentier. C'est une marque de respect. C'est le fait que tu es venu pour eux. Mais toi, reste ce que tu es. Monsieur Carpentier, excusez-moi, on avait établi, vous savez, la présentation, c'était très bref, c'était prénom, nom, âge, profession. Je voulais le dire. Alors, Jean-Louis Carpentier, Voilà.
J'ai l'âge de mon tempérament, de mon caractère, de mes convictions. Je suis né le 4 janvier 1951 en Loire-Atlantique, ça n'a aucun intérêt. Fils de, mais la parole d'un père, c'est important. Professeur d'allemand, toujours en activité, je suis imprégné d'une très très haute idée de ce métier, du prestige de ce métier d'enseignant. Je suis citoyen d'Argentan au plein sens du terme, je suis citoyen communautaire au plein sens du terme, et je suis citoyen du monde au plein sens de l'idéal. Je crois en la puissance du cœur, je crois en la beauté du sang, sous n'importe quelle peau. Je crois au pouvoir de la parole et au pouvoir de la clarté. On avait parlé d'une brève présentation, merci. Quand même qu'on puisse dire un petit peu ce qu'on pense. Ça va venir, il y a des questions pour ça, il n'y a pas de souci, mais la présentation était très brève, si possible, Monsieur Houllier, à votre tour. Je vais être pas un peu plus bref, mais je vais me lever quand même. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Karim Houllier, j'ai 46 ans. Je suis attaché commercial dans une filiale de La Poste. J'ai 3 enfants et j'habite à Argentan, en cœur de ville, rue Aristide Briand, si ça dit quelque chose à quelqu'un. Donc voilà, j'étais très bref, très concis. Et vous pouviez évoquer si vous aviez des mandats en cours? Aucun, je n'ai aucun mandat en cours. Moi, je suis le novice de ce débat. Ouais. Et on avait en politique, en tout cas. Voilà. Et j'avais. Voilà, très bien. Merci, Monsieur Houllier, c'est parfait. C'est parfait. On y revient. Voilà. Bien, Frédéric Léveillé, 49 ans, 3 enfants, enseignant en lycée professionnel, en lettres, histoire, géographie, mais en détachement depuis mon élection en tant que maire d'Argentan, depuis le mois de juillet dernier. Je crois que je peux le dire comme ça, moi je vis, je travaille, je dors à Argentan tous les soirs. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de tout le monde ici, mais en tout cas pour moi c'est le cas. Et j'avoue que ça fait partie aussi de la conception à la fois éthique et morale que moi je veux porter en tant que candidat, c'est que je ne me vois pas être candidat dans une ville où je n'habite pas et où je ne dors pas. Merci, Monsieur Léveillé. Il y avait dans la brève présentation que je vous avais soumise la question est-ce que vous êtes encarté politiquement, Monsieur Carpentier? Non, absolument pas. Je voudrais cependant répondre à ce que vient de dire Monsieur Léveillé. Je suis, je l'ai dit, citoyen à part entière de cette ville d'Argentan, non pas parce que j'y ai une adresse, non pas parce que j'y paie des impôts, non pas parce que je suis inscrit sur les listes électorales, mais parce que cette ville m'habite depuis 40 ans. Cette ville m'habite depuis 40 ans. 40 années d'enseignement auprès de la jeunesse, auprès de centaines et de centaines de familles argentanaises, c'est rien. 30 ans de mandats électoraux, sans qu'on ne m'ait jamais dit d'ailleurs que le fait de résider à l'extérieur posait un problème. C'est vrai que je n'étais pas en première position et que je ne faisais pas d'ombre. Alors je comprends qu'aujourd'hui, il y ait un petit peu de crainte, mais je voudrais rassurer Monsieur Léveillé, n'ayez pas peur de perdre et nous n'avons pas peur de gagner. 30 ans dans cette ville de... Non, mais je suis obligé de me défendre. D'engagement associatif à tout point de vue. Vous l'avez déjà cette dit. Ville est ma vraie demeure. Très bien, Monsieur Carpentier, vous l'avez déjà dit. Merci. Monsieur Houllier, en dehors du lieu de résidence, est-ce que vous avez une maison politique? Non, aucune. Moi, je suis sans étiquette, donc je ne suis pas encarté. Très bien. Monsieur Léveillé. Ah ben moi, c'est pas un scoop, tout le monde le sait. Moi, je suis membre du Parti Socialiste. J'en suis très fier, d'ailleurs, parce que ce parti, historiquement, il a porté les congés payés, la retraite à 60 ans, la vraie stratégie qui a été aussi portée sur les retraites il y a peu de temps pour prendre en compte la pénibilité, ce qui d'ailleurs est remis en cause par d'autres aujourd'hui. Mais je crois que, voilà, moi, j'en suis fier, en tout cas, d'être membre d'un parti politique. Merci, messieurs. Après ce propos introductif, on va pouvoir attaquer donc la première partie de ce débat et les questions de nos journalistes. Alors, Monsieur Carpentier, je vais d'abord m'adresser à vous. Avec votre liste, vous voulez représenter la diversité argentanaise. Dans les échanges que nous, on a pu avoir avec les habitants d'Argentan, sur les réseaux sociaux comme sur le terrain, certains ont tendance à assimiler votre liste au parti La République En Marche, d'autant que certains de vos colistiers s'en sont revendiqués par le passé. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Eh bien, je leur laisse d'abord la responsabilité de placer cette étiquette. Cette chose-là ne nous intéresse pas. Deuxièmement,
ils font naturellement une erreur fondamentale sur le sens que nous donnons, nous, à la constitution de notre liste et de notre projet. Elle ne rend, cette remarque et cet étiquetage ne rendent absolument pas justice aux gens qui sont sur la liste. Nous sommes une très grande diversité socio-économique, humaine, une diversité de compétences. Cette diversité est une richesse, elle est une force, elle est une chance pour cette ville. Alors oui, nous sortons des schémas traditionnels, oui, nous sommes libérés des schémas partisans, mais c'est là précisément l'innovation formidable du mouvement que nous sommes en train de lever. Et les Argentanais ne s'y tromperont pas. Une question pour vous à présent, Monsieur Houllier. Donc, de la même façon, une petite clarification peut-être par rapport à votre liste. Donc, nous avons bien compris que vous étiez sans étiquette politique. Cependant, votre numéro 2, votre première colistière, se trouve être Brigitte Choquet, encartée auprès des Républicains. Que pouvez-vous nous en dire ? Alors oui, je continue à revendiquer que je suis sans étiquette. Après, que Brigitte Choquet m'accompagne, c'est une très bonne chose, c'est une femme formidable. Ensuite, elle est encartée les Républicains. Moi, ça ne me gêne pas, hein. J'ai toujours dit que j'étais sensible, je voulais qu'il y ait des gens de toute sensibilité sur ma liste, mais sensibles au renouveau d'Argentan. Et le fait que Brigitte soit sur ma liste représente en fait cette diversité aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai des gens aussi qui sont peut-être plus avec des sensibilités de gauche. Brigitte est LR, elle en est fière, tant mieux. Et aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi être de droite sera un défaut. Je ne vois pas ça comme ça. Moi, c'est une vraie liste de diversité sans étiquette. Je n'ai pas envie de le revendiquer parce que le revendiquer, c'est justifié. Mais voilà, tout simplement, moi, c'est une liste pluraliste et ça le sera jusqu'au bout. Aucun souci par rapport à ça. Et je suis fier d'avoir Brigitte sur ma liste, je tiens à le préciser. Merci. Juste une autre petite clarification peut-être. Vous aviez jusqu'à récemment Monsieur Christophe Beaurain qui vous accompagnait dans votre conquête de la mairie. Il se trouve que vous avez préféré qu'il ne vous accompagne pas jusqu'au bout. Donc on va peut-être rappeler pour l'Assemblée que Monsieur Beaurain figurait sur la liste du Front National au municipal en 2014 à Argentan. Est-ce que vous avez craint à un moment donné que cela puisse porter préjudice à votre campagne, malgré votre volonté de fédérer toutes les sensibilités sur votre liste ? Alors quand je dis que je voulais fédérer toutes les sensibilités, j'ai exclu le Front National, hein, depuis toujours, et je le dis depuis que j'ai déclaré que j'allais être candidat, et ça en date du 6 et 7 décembre 2018 dans vos colonnes. J'assume. Je savais que Christophe avait été, il est présent ce soir, je savais que Christophe avait été sur les listes du Front National en 2014. Il a fait partie de ce nombre de personnes qui se sont fait piéger avec des représentants du Front National qui ont fait du porte-à-porte pour essayer de constituer une liste. Aujourd'hui, on ne pourra pas taxer Christophe Beaurain de raciste, on ne pourra pas taxer Christophe Beaurain d'antisémite. C'est un type qui a travaillé dans les quartiers populaires, dans les grandes cités parisiennes. Il est arbitre international de boxe et en tant que président du Boxing Club argentanais, s'il y a un sport où le racisme n'existe pas, ou en tout cas existe peu, c'est celui-ci. Maintenant, le fait que Christophe ait été écarté, c'est un commun accord entre lui. Et ça n'a absolument rien à voir avec les municipales, et ça a surtout un lien avec le Boxing Club argentanais, suite au message que j'ai reçu lorsque ma liste a été diffusée dans les journaux, où un journaliste indélicat que je ne nommerai pas, je vais être très trivial, m'a pourri toute la journée. Donc Christophe, pour le bien du Boxing Club argentanais, on en a parlé, c'était un commun accord, a décidé de se retirer, et c'était très bien comme ça. Maintenant, j'assume. J'ai encore reçu des messages aujourd'hui qui me taxaient de liste, après avoir été taxé de liste de droite, j'ai été taxé de liste d'extrême droite. Donc là, c'est quand même, quand on n'a rien à dire, ou quand on n'a pas d'argument, on n'a que cela à sortir, c'est quand même un peu dommageable. Quand j'ai constitué ma liste, je pensais plutôt être la personne qui allait faire une liste communautaire. J'ai eu peur de ça, vraiment. Et là, je passe de la liste communautaire à la liste d'extrême droite. Peut-être que bientôt, je serai une liste de gauche, je ne sais pas, monsieur Léveillé. Donc voilà, j'assume en tout cas d'avoir pris Christophe Beaurain sur ma liste. Attendez. Juste réagir. Attendez. Juste réagir. Attendez, monsieur Carpentier, attendez. La fin des applaudissements, merci. Allez-y, monsieur Carpentier, vous voulez réagir? Juste réagir et sans vouloir le blesser à ce que vient de dire Karim Houllier. Il me semble que quand on constitue une liste, on a quand même le souci de vérifier les personnes que l'on souhaite
faire participer et être partie prenante de son projet. C'est un petit peu un sentiment de légèreté dans la manière de composer cette liste ou de précipitation si elle était difficile à terminer. Alors, je vais répondre à ça. Elle n'était pas du tout difficile à terminer. Comme je disais, j'assume le fait que Christophe Borin se surmaïse parce que je le savais. Je savais pertinemment qu'il était sur la liste du Front National. Donc, ne voyez pas en moi une espèce de légèreté, puisque je le savais au préalable. Donc, je ne sais pas où vous voulez en venir, monsieur Carpentier, mais j'étais conscient de ça. Ne vous inquiétez pas. Merci en tout cas de vous intéresser à ma liste. C'est très gentil. Merci, monsieur. Monsieur Léveillé, je m'adresse à vous à présent. Vous avez évoqué déjà votre sensibilité propre par rapport à votre liste. Vous revendiquez du coup un rassemblement de la gauche ? Alors, je revendique en effet un rassemblement de la gauche, parce que c'est une liste à la fois de rassemblement et d'ouverture. La force de notre liste, la caractéristique qu'on a voulu lui donner, c'est à la fois des gens qui sont historiquement encartés pour un certain nombre d'entre eux dans des partis politiques, qui amènent d'ailleurs leur contribution, leur réflexion, et on n'a pas toujours un accord total, et c'est normal, parce que c'est ça la force du débat, c'est aussi ça la force de la conception politique que nous on veut donner. Et en même temps, pour l'essentiel, pour la majorité d'ailleurs, ils ne sont pas encartés dans des partis politiques, et ils ont voulu amener leur contribution, leurs propositions, leurs réflexions. Et moi, ce qui m'a frappé, depuis déjà de nombreuses semaines et de nombreux mois, d'abord, nous, on a été à la rencontre des Argentanais. Certains disent qu'il ne faut pas aller les rencontrer. Nous, on va les rencontrer. On a été les rencontrer, qui ont pris en 2019. Et dans la construction, ça a été une construction collective. Et j'ai un souvenir, je leur ai dit d'ailleurs, j'ai un souvenir assez particulier. C'est une réunion qui s'est tenue... alors, 35 d'un coup, c'est des fois un peu compliqué. Il y en a qui ont des activités professionnelles, sportives et autres. Mais on a fait une réunion à 28 pour travailler sur l'élaboration, parce que nous, on en a un, l'élaboration du projet, de ce projet-là. Eh bien, j'ai rarement fait une réunion à 28 aussi efficace, aussi bonne. Et je crois que ça a montré la qualité de l'ensemble des candidats qui sont sur cette liste, qu'ils soient encartés dans un parti ou pas. Merci. Merci. Donc nous allons aborder la partie plutôt état des lieux de la ville d'Argentan avec les 3 questions qui viennent. Donc la question, c'est Marie. Nous allons vous demander quel est selon vous l'atout majeur de cette ville, de la ville d'Argentan. Quelle est sa force ? Et donc c'est à monsieur Houllier absolument de démarrer. Sa force, il y en a plusieurs. Maintenant, il y a une qui ressort parmi les autres, c'est sa géolocalisation, tout simplement. Le fait que Argentan soit au cœur de l'Orne, soit au pied d'un réseau autoroutier, routier, ferroviaire. Pardon ? Ah non, mais je l'avais, monsieur Lévy, vous inquiétez pas, moi aussi j'ai un projet. Donc le fait que Argentan soit au cœur de l'Orne, je trouve que c'est un atout considérable. On est quand même à 40 minutes de Caen par l'autoroute, on est à 50 minutes, 1 heure du Mans, 30 minutes de Flers. Flers qui est une ville enclavée, on voit bien continuer à se développer économiquement. Donc oui, je mettrais ça en exergue, le fait qu'Argentan soit vraiment au cœur de l'Orne. Merci. Je parle peut-être trop. Non, c'est-à-dire que sur l'état des lieux... Ah, l'état des lieux ? Non, pardon. Là, on aborde l'aspect état des lieux de la ville d'Argentan. Effectivement, on vous demande quel est, selon vous, l'atout majeur d'Argentan. Ça peut aller assez vite sur ce type de questions. C'est parfait. Donc, évidemment, sa situation géographique, le cœur de l'Orne et carrefour routier, autoroutier et ferroviaire, je le dis depuis de nombreuses années. Mais je crois que la force d'Argentan, c'est aussi sa population. Sa population et celles et ceux qui sont mobilisés pour faire vivre notre territoire et le porter, y compris le porter au-delà du département de l'Orne. Avoir un chef étoilé, c'est pas partout. Avoir un maître ouvrier français, c'est pas partout. On a cette force, on a cette chance. Avoir des entreprises qui sont des entreprises dynamiques qui vendent à l'international, c'est pas partout. Avoir des sportifs, je m'étonne que vous ne l'ayez pas dit, Karim Houllier, avoir des sportifs de haut niveau, y compris un champion de France de boxe, super sympa en plus, donc il faut le dire, un champion de France de boxe, avoir un club de canoë-kayak, alors qu'on n'a pas beaucoup d'eau vive dans l'Orne, ça serait, qui est aujourd'hui le 3e ou 4e club de canoë-kayak tous les ans selon les années. Voilà, ça c'est la force d'Argentan. C'est la force que moi, en tout cas, je souhaite porter
avec optimisme et détermination, parce que nous avons des gens qui sont aujourd'hui sur ce territoire, des gens formidables. J'y reviendrai sûrement, j'ai vu des entreprises ces derniers temps fort intéressantes. Merci Monsieur Léveillé. Monsieur Carpentier. Cette ville a beaucoup d'atouts. Ce que je regretterais d'abord, c'est que peut-être les Argentanais eux-mêmes n'en aient pas suffisamment conscience et que le regard qui est porté sur cette ville par les habitants eux-mêmes est un regard qui n'est pas suffisamment optimiste et porteur d'espérance. Alors certes, il y a une position géographique centrale qui est un atout, encore faut-il que les accès à la ville soient des accès faciles. Or, il y a quand même au niveau des liaisons ferroviaires et même du coût de l'autoroute un certain nombre de freins. Les chefs d'entreprise sont les premiers à le dire. Il y a dans cette ville des infrastructures extrêmement performantes, il faut le dire. Il y a des services de proximité, encore que on commence petit à petit, on y reviendra peut-être, avec les services publics qu'on supprime à la remettre en question, mais c'est vrai que cette ville a beaucoup d'atouts, elle a aussi des points faibles, et c'est sur ces points faibles sans doute que nous devrons concentrer nos efforts. Eh bien, merci Monsieur Carpentier pour la transition, puisque Oui, parce que c'est la question qui suit. Exactement, justement, en parlant de points faibles, est-ce que vous pouvez nous dire chacun de quoi, selon vous, souffre la ville d'Argentan en particulier, en commençant par vous, Monsieur Léveillé? Je pense que la ville d'Argentan, aujourd'hui encore, manque d'identification. C'est-à-dire que sur le territoire départemental, globalement, je dirais, il n'y a pas de problème. Mais je crois que la ville a le besoin, a le devoir même, d'être mieux identifiée au-delà du territoire départemental, au-delà du territoire régional. C'est la raison pour laquelle moi je veux porter des propositions sur l'attractivité du territoire, mais aussi ce qu'on appelle, alors j'aime pas trop le terme, mais après tout, tant pis, il faut le prendre comme ça, ce que j'appelle du marketing territorial. Parce que le territoire d'Argentan, il doit être porté au-delà de nos frontières départementales, et il doit surtout être un lieu d'attractivité, d'identification, qui nous permet de décliner derrière des sujets éminemment importants, tels que le logement, le développement économique, etc. etc. J'espère qu'on va y revenir. Merci Monsieur Léveillé. Monsieur Carpentier, même question. De quoi souffre la ville d'Argentan, en particulier selon vous? Il y a des points faibles qui sont clairement identifiés, et ce depuis des années. Il y a d'abord le problème du travail dans cette ville et de l'emploi. Il y a ensuite le problème de l'attractivité du commerce. Il y a le problème de l'accès des citoyens de cette ville aux soins. Il y a sans doute encore aussi un certain nombre de difficultés auxquelles nous devrons remédier en termes d'attractivité qui relèvent de choses peut-être plus courantes, les flux de circulation, les parkings, enfin des choses qui touchent les citoyens de très près. Le problème de l'attractivité, c'est que tout le monde doit se retrousser les manches. C'est pas chacun dans son coin, c'est tout le monde ensemble avec, je le dis encore une fois, un regard optimiste, un regard de confiance pour l'avenir. Et nous devons trouver des réponses claires, réactives, opérationnelles dans le moyen terme aux problèmes que cette ville rencontre. Merci Monsieur Carpentier. Karim Houlier, de quoi souffre cette ville d'Argentan en particulier, selon vous? De la même chose. Mais je vais revenir, puisque moi, l'attractivité, en tout cas la redynamisation économique, c'est un peu la marotte de mon programme. Maintenant, Argentan souffre aussi d'une image relativement négative et d'un manque de visibilité. Ça, c'est évident. Il suffit de se balader, il suffit de voyager, et vous allez voir qu'au niveau signalétique, les panneaux de circulation Argentan n'apparaissent que très très tard, et justement à l'approche de la ville. Et ça a bien une raison. C'est-à-dire qu'Argentan est un peu isolé, vit en vase clos, et ça depuis quelques années. Et je pense qu'il faut remédier à ce manque de communication. Il y a un manque de communication, un manque de visibilité de cette ville au sein de l'Orne et au sein de la région. Alors, très bien. Monsieur Léveillé, je crois que vous vouliez réagir au propos. Je voulais interpeller Jean-Louis Carpentier, parce qu'il a évoqué la situation de l'emploi. Moi, je voudrais lui poser cette question. La ville a connu une réelle mutation depuis une trentaine d'années. Est-ce qu'aujourd'hui, l'emploi est de manière significative moins important qu'il y a 30 ans?
Chaque chose en son temps. C'est vrai que cette ville a subi des évolutions. Elles ont été d'ailleurs pour partie assez dramatiques dans le temps. On pourrait en parler longuement. Je considère aujourd'hui que dans la situation qui est celle d'Argentan par rapport au problème du travail et de l'emploi, nous avons à, je l'ai dit, prendre à bras le corps, et en dehors de toute querelle, ça va de soi, les problématiques, et le faire collectivement avec les chefs d'entreprise. Et la première bannière de l'attractivité de cette ville, c'est de se dire qu'il y a dans cette ville 13 ou 15 ou 20 entreprises qui marchent bien, vous l'avez dit, dont nous sommes d'accord, de renommée nationale ou internationale, mais elles sont les premières ambassadeurs ou ambassadrices de la qualité de ce territoire en matière d'emploi. Et nous, les élus, dans les prérogatives qui sont les nôtres, les responsables des créations d'emplois, des implantations, ce sont les chefs d'entreprise, c'est leur métier. Nous avons, nous, à venir en soutien, en accompagnement, à écouter, à dire le maire ou le président d'Argentan Intercom vient vers vous, nous partageons vos préoccupations, nous pouvons agir sur un certain nombre de leviers dans cette ville, peut-être sur la fiscalité, peut-être sur la mise à disposition de terrain. En tout cas, nous devons saisir toutes les opportunités économiques qui se présentent. Par exemple, aujourd'hui, le projet du réacteur et de Novalia, je ne sais pas si nous aurons le temps d'en parler, mais qui est un projet extrêmement innovant, symbolique de ce qu'une ville peut faire en matière d'ouverture vers l'emploi et le numérique et la synergie des entreprises. Il faut s'y mettre ensemble. Je suis désolé, mais ce n'était pas ma question. Ma question, c'était de savoir si le nombre d'emplois avait diminué de manière significative. Alors, comme ça n'a pas été évoqué, moi, je vais le dire. Parce qu'aujourd'hui, on nous évoque ce sujet en disant « Oh là là, il n'y a plus d'emplois à Argentan ». Alors, il faut casser les mythes comme ça, un peu qui sont dévastateurs, et puis surtout qui ne sont pas vrais. Il y a plus de 8580 emplois à Argentan aujourd'hui, et il y a plus de 5500 personnes qui viennent travailler tous les jours à Argentan. Sauf que la réalité de la mutation, c'est quoi? C'est que nous avions l'habitude, dans les temps anciens, les temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, d'avoir beaucoup d'entreprises d'industrie lourde, fonderie, la MIC, Moulinex, etc., etc. Et la mutation, elle nous a largement dépassés, puisqu'elle est liée à une mondialisation. Je rappelle souvent qu'on a fermé la MIC, on a ouvert en Chine, on a fermé la fonderie, on a ouvert en Pologne, etc., etc. Donc, on a une vraie mutation sur le territoire. Mais la mutation, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a de l'emploi à Argentan, plus que certains veulent bien le dire, que c'est de l'emploi tertiaire, que le premier employeur de la ville aujourd'hui, c'est l'hôpital, avec 900 feuilles de paye, que quand des investisseurs viennent, et encore ces dernières semaines, pour acquérir des terrains, et je pense à ce qu'on a vendu rue de la Feuille, pour venir s'y installer et y développer de l'activité et de l'activité tertiaire, ça, c'est la dynamique du territoire. Ça, c'est aujourd'hui ce que nous devons porter. Et en même temps, nous avons des industries qui sont des industries de haut niveau, de haute qualité. J'étais chez MFTech il n'y a pas très longtemps. Leur difficulté, c'est de trouver des salariés, et des salariés qui soient des salariés formés. Les ateliers Baglin qui sont recentralisés sur Argentan, c'est la même chose. Ils cherchent des ouvriers qui soient des ouvriers formés parce qu'ils travaillent avec des machines au laser, par exemple. Voilà. Donc, l'enjeu, il est là. Et c'est pour ça que je veux qu'on l'évoque comme tel. Plutôt que de partir sur des dérives et des discours, soyons clairs, soyons précis, soyons attentifs à la réalité de notre territoire. Monsieur Houllier, vous, quel est donc votre... Excusez-moi. Monsieur Houllier, quel est donc votre regard, vous, sur la situation économique d'Argentan et du bassin d'Argentan et la situation de l'emploi? La situation de l'emploi argentan, effectivement, quand on écoute M. Léveillé, et c'est effectif, hein, il y a 7,5% de chômeurs argentins au sens de Pôle emploi. Par contre, au sens du recensement, on est plus près des 23%. C'est normal, tout à fait. Maintenant, la redynamisation économique, je me répète, c'était le fondement de notre programme. On parle d'ambassadeurs. Excusez-moi, M. Carpentier parle d'ambassadeur, je sais que M. Léveillé aussi. Moi, je parle de prescripteurs, vous me direz c'est un synonyme. Maintenant, il faut s'attacher les services de ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont les premières personnes à vouloir vendre le territoire. Il faut les accompagner, effectivement, par des incitations fiscales incitatives, des incitations foncières. Et tout ça, encore une fois, se fait en concertation avec les entreprises. Maintenant, effectivement, j'acquiesce, hein, la situation argentine n'est pas non plus catastrophique.
Juste un petit point sur ce qu'a évoqué Karim Moulier, parce que c'est juste sur des chiffres. Sur le 7,5 sur le bassin d'emploi et sur le 22, alors je crois que c'est 22 au lieu de 23, enfin on va pas chipoter, Entre 22 et 23. sur l'INSEE. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle, et ça je trouve ça moi assez détestable comme méthode et comme technique, c'est qu'aujourd'hui le recensement il est fait avec en fait des choix, y compris sur des rues, on va prendre une maison, pas celle d'à côté, une autre, etc. Et donc on extrapole. Mais quand on extrapole, forcément, on n'est pas dans la réalité concrète. Mais ça traduit une tendance. Alors ça crée une tendance, sauf que la tendance, elle est très diverse, là, par rapport à la réalité. Elle est bien éloignée de la réalité. Que c'est déformé. Et ce qui est important, et moi ce que je souhaite, et c'est une des propositions que nous portons, c'est que justement pour qu'on sorte de ces hiatus un peu sur les chiffres, etc., même si on est globalement d'accord sur le 7,5, c'est qu'on ait un véritable observatoire local de l'emploi, avec des gens qui sont investis dessus, avec l'ensemble des chefs d'entreprise, avec l'ensemble des acteurs de l'emploi. Parce que c'est comme ça qu'on va voir la réalité. On a la chance d'être une ville de 14 000 habitants, c'est-à-dire que, moi je ne sais pas comment on fait pour gérer une ville de 200 000, hein, j'ai jamais compris. Mais une ville de 14 000 habitants, c'est facile, en sens où on peut être au contact de la population quotidiennement. Et donc on peut voir les choses réellement, par rapport à ce qui se passe et ce qui se fait. Et ben, je reste, moi, persuadé que nous pouvons affiner la réalité, affiner les chiffres, affiner aussi les attentes, les besoins, et ce à quoi nous devons répondre demain, parce qu'il va falloir innover. Il ne va pas falloir regarder derrière, il va falloir regarder devant. Monsieur Carpentier, un mot. Je crois qu'il ne s'agit pas de discours et de blabla. Oui, il y a de l'emploi, heureusement, sur la ville. Oui, il y a des commerces qui fonctionnent. Non, tous les emplois ne sont pas perdus. Et non, tous les commerces ne ferment pas, comme on l'entend assez fréquemment. Et j'en reviens à cette vision très négative qu'ont les Argentanais eux-mêmes sur leur ville. Mais néanmoins, pour avoir présidé la circonscription d'action sociale du Conseil général, je peux vous dire que le problème de l'emploi auprès d'un certain nombre de personnes dans cette ville, ou de l'absence d'emploi, il est réel. On me dit, mais il n'y a pas plus que la moyenne nationale. Non, mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Il y a suffisamment de personnes en difficulté pour que nous soyons soucieux. Il y a une inadaptation, une inadéquation entre un certain nombre de demandes ou d'offres des entreprises et les personnes. Comment cela ? On n'arrive pas dans cette ville à former les gens dont nous avons besoin. Et je ne vous parle pas des formations qu'il faut aller chercher à Caen, à l'extérieur, avec tous les problèmes de mobilité. Formons avec les entreprises, dans notre ville, les jeunes ou les moins jeunes dont on a besoin pour les postes qui sont vacants. La jeunesse, Frédéric, tu la connais comme moi, ceux qui décrochent du système scolaire. Il n'y en a pas beaucoup, vous plaisantez. Il y en a 150 000 par an en France, et j'en ai vu suffisamment dans mes permanences ici pour vous dire que c'est un problème réel. Qu'est-ce qu'on fait pour eux ? Eh bien, nous allons créer un fonds garantie jeunesse local. Ça veut dire qu'aucun jeune de moins de 25 ans décrochant du système scolaire ou décrochant de la vie à cause de problèmes personnels et sociaux, qu'aucun de ces jeunes ne reste sans solution sur le territoire dans un délai de 4 ou 5 mois. Mais ce n'est pas un maire tout seul qui peut le faire. Ce sont les élus, avec les entreprises, avec les commerçants, avec les associations. C'est ce grand mouvement collectif qui apportera des solutions. Il faut quand même avoir conscience du fait que l'emploi et le travail demeurent une question majeure de notre ville et un élément essentiel de l'attractivité qui n'est pas, pour l'instant, suffisamment rayonnant. Un mot simplement, Ouais. Monsieur Léveillé. Deux mots très rapides sur la jeunesse. Je rappelle qu'aujourd'hui, la mission locale, elle porte la garantie jeune, que la garantie jeune, c'est un beau dispositif, un vrai dispositif bien travaillé. J'y reviens juste 2 secondes, parce que c'est un dispositif qui permet justement d'aller chercher des jeunes qui sont les plus éloignés de l'emploi et de pouvoir les faire repartir, découvrir les entreprises, etc. etc. Mais il y a une subtilité supplémentaire très importante. C'est que l'allocation qui est versée à ces jeunes qui sont en garantie jeune est neutralisée dans la famille. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on met un jeune, par exemple, en apprentissage, et qu'il est dans la famille, la comptabilisation de ce qu'il touche rentre dans le foyer.
C'est-à-dire que là, on perd un certain nombre d'aides, de soutien, etc., etc. Eh bien, la neutralisation, c'était un vrai choix politique, porté d'ailleurs sous le gouvernement, sous la direction de François Hollande, et c'était plutôt une bonne idée. C'est qu'on neutralise, ça veut dire que ça ne se voit pas. Et donc, ça permet aux jeunes de pouvoir être à la fois dynamiques et mobilisés, et ça ne remet pas en cause la situation familiale. Et puis, deuxième chose très rapide, je crois que nous, ce que nous souhaitons, c'est pouvoir rentrer dans un dispositif national, là aussi qui avait été lancé sous François Hollande, qui est le territoire zéro chômeur de longue durée. Le territoire zéro chômeur de longue durée, c'est un vrai sujet. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à Colombelles, un vrai travail qui a été mené. Eh bien, nous souhaitons rentrer dans ce dispositif. La seule difficulté, c'est que ce gouvernement, qui ne semble pas forcément très intéressé par le sujet, a déjà reporté à 3 reprises le fait qu'on puisse rentrer dans la Z dynamique territoire zéro chômeur de longue durée en expérimentation. Et moi, je souhaite qu'on le fasse et qu'on le fasse au plus vite. Karim Moulier, une réaction assez rapide. Monsieur Carpentier, on va être obligé après de passer à autre chose. Allez-y, monsieur. Très rapidement, je voudrais revenir sur monsieur Carpentier qui dit effectivement qu'il y a un déficit de gens formés sur cette ville. Maintenant, la formation des jeunes, elle ne date pas d'hier. Enfin, j'imagine en tout cas. Les jeunes, les entreprises qui sont en déficit de personnel avaient certainement besoin de ces gens bien avant. C'est-à-dire que les formations ne se dirigent pas du jour au lendemain. Elles se font en amont. Donc, qu'est-ce qui a été fait auparavant, ou quel est le constat qui a été fait, en tout cas de votre part, M. Carpentier, puisque vous êtes élu municipal depuis quelques années, pour endiguer à un moment donné ce manque de formation et ce déficit qu'ont les entreprises à recruter? Alors, je suis désolé, excusez-moi. Non, mais parce qu'à un moment donné... Une minute. Je voudrais simplement dire quand 30 même... secondes. 30 secondes, c'est parti, chrono. Je voudrais vous dire que sur le problème de l'emploi et des formations, sur le problème du logement, sur le problème de la jeunesse, il y a en France des rapports annuels de la Cour des comptes dont les gouvernements successifs ne tiennent jamais compte, qui sont des états des lieux précis, des analyses concrètes et qui mettent le doigt sur les défaillances considérables des dispositifs mis en œuvre en France dans ces différents domaines pour des milliards d'euros annuels. Alors que l'on s'inspire de ces rapports, que l'on en tienne compte et que l'on sache adapter au plan national comme au plan local nos actions pour qu'elles soient plus efficaces. Alors effectivement, on va plutôt revenir avec la suite de notre programme et des questions des journalistes sur les préoccupations, enfin, les compétences propres d'un maire d'une ville comme Argentan, parce que là on voit qu'il y a des choses qui ne relèvent pas forcément de la compétence propre d'un maire d'une ville. Et donc on va enchaîner, vous allez pouvoir sans doute revenir sur les sujets que vous avez évoqués, sur la 3e question posée par Marie Langlais. Merci donc pour cet état des lieux d'Argentan. Nous aimerions maintenant savoir quel serait votre chantier prioritaire si vous étiez élu maire en mars prochain. Donc si mes souvenirs sont bons, nous devrions reprendre avec Monsieur Carpentier. Tout à fait. Un chantier prioritaire. Eh bien, je vais vous surprendre un peu. Le premier chantier, dans le temps, ne concernera pas la pierre, ou des pierres, ou de l'investissement dans la ville. Mon premier chantier, ce sera d'instaurer, d'insuffler le respect des Argentanais, le respect des générations, le respect du personnel qui travaille dans cette ville au bénéfice de ses citoyens, le respect de l'ensemble des communes du territoire d'Argentan Intercom, dont j'aimerais bien que nous puissions peut-être dire un mot. Je crois fondamentalement, avec le risque peut-être de me tromper, mais peu importe, il faut un peu d'idéal lorsqu'on s'engage dans une campagne municipale. Je pense fondamentalement qu'une forme de reconquête de cette ville passera profondément par l'humain, par une refondation d'un certain nombre de relations et de gouvernance, d'abord au sein de la ville et du conseil municipal, ensuite dans les relations avec le personnel et ensuite dans les relations avec la ville. Je ne peux pas considérer un socle nouveau pour un élan nouveau sans cette base fondamentalement humaine. Monsieur Carpentier, gardez le micro parce que moi j'ai une question. Comment concrètement vous voulez refonder ce socle? Eh bien tout simplement par la parole. D'abord, par l'échange, par la culture du débat, par l'écoute. Moi je suis de ceux qui pensent que toute parole humaine vraie est une victoire. Mais une parole humaine vraie, ça n'est pas n'importe quoi.
La pratique de la fraternité, c'est quelque chose qui doit s'incarner dans une ville. Mais- Ce n'est pas péremptoire, les valeurs de la République. Elles s'incarnent. Et ça se traduira comment, Monsieur Carpentier? Eh bien, je vous l'ai dit, par l'écoute, par les rencontres, par un dialogue extrêmement nourri, ouvert, beaucoup plus libre peut-être, une gouvernance municipale avec un conseil municipal qui soit véritablement un lieu de débat, avec la culture du débat, pas une chambre d'enregistrement. C'est-à-dire qu'au sein du conseil municipal, vous estimez qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de dialogue? Mais bien évidemment, moi j'invite chacun à venir voir. D'abord, il n'y a personne qui vient voir, c'est peut-être déjà en soi une preuve. Mais c'est Mais aussi- venez écouter, venez voir ce qu'est un conseil municipal. Très bien, mais vous jugez aussi au sein même de la majorité qu'il n'y avait pas assez de dialogue? Il n'y a pas dans ce conseil municipal aujourd'hui, entre ceux qui représentent la population, quel que soit d'ailleurs le mouvement ou le parti dont ils sont issus ou qu'ils représentent, nous n'avons pas de vrai débat au sein de ce conseil. Mais d'accord. Et donc par Mais ce rapport à n'est la... qu'un exemple. Oui, très bien. Donc plus de dialogue au sein de la majorité ou du conseil, plus de donc vous voulez ça passerait par pour le dialogue avec la population, ça passerait par des réunions, ça se traduirait comment? Absolument, des conseils de citoyens, il faut davantage d'informations, d'explicitation. Il faut aussi que le fait d'être en opposition soit respecté et que toutes les idées sont finalement bonnes à prendre. C'est l'état d'esprit dans lequel nous travaillons Moins avec descendant, notre diversité. moins descendant, plus remontant. Comment ? La parole, moins descendante, plus remontante. Si vous voulez, on peut le dire comme ça. Mais c'est sérieux, la parole. C'est quelque chose de très sérieux. Et donc, il faut effectivement créer les conditions d'un véritable débat, d'échange, d'écoute au sein du Conseil, mais pas seulement du Conseil, généralement de cette ville. Combien de fois, j'en terminerai, dans les rencontres que nous avons eues avec les commerçants, lundi dernier avec les chefs d'entreprise, individuellement ou ensemble, combien de fois on m'a dit « mais il n'y a pas de parole, de lien entre nous ». Et quand il n'y a pas de lien, il y a de la méconnaissance, il y a de la méfiance et on ne peut plus travailler ensemble. Très bien, merci. On va Je revenir. veux juste interpeller rapidement parce que c'est quand même assez intéressant. Vous vous sentez un peu mis en cause, peut-être, monsieur Léveillé. Jean-Louis Carpentier est élu depuis 30 ans au sein de la majorité municipale. Je suis un peu surpris de l'entendre de dire qu'il n'y a pas de débat, mais c'est le rôle des élus. Quand on est un élu, on le crée le débat, on le porte. Moi, j'ai été très surpris et même voire déçu de constater que, la presse me l'a déjà évoqué, que malheureusement, en effet, les conseils municipaux, ils ne durent pas longtemps. Parce que personne ne pose de questions. Parce que personne ne pose de débat. Alors en effet, il y a sans doute des choses à retravailler et à revoir. Peut-être parce qu'il y a une usure. Il faut aussi le prendre en compte. Quand on est là depuis 30 ans, on n'a peut-être pas envie de pouvoir de nouveau poser des questions. Moi, j'ai la chance d'avoir des candidats qui sont des candidats dynamiques et puis qui en posent des questions parce qu'ils savent qu'ils ne savent pas tout, loin de là, et donc ils ont très envie d'apprendre. Eh bien, je crois que c'est aussi comme ça qu'on redonne de la force à la démocratie. Moi, je souhaite que nos conseils municipaux soient publics, visibles, y compris visibles sur un écran. Parce que c'est aussi ça, partager la démocratie avec nos concitoyens. Moi, je souhaite que demain, les adjoints ne soient plus des adjoints en silo, mais des adjoints en transversalité, qui travaillent avec l'ensemble des élus, qui vont être des élus, qui vont tous avoir une délégation. Parce que c'est aussi ça qui permet de pouvoir avoir des élus qui travaillent et donc qui participent au débat. Et puis enfin, moi je souhaite avoir des élus, et je leur ai déjà dit, qui soient des élus référents de quartier. Parce qu'ils habitent tous sur des quartiers et parce que justement, ils vont pouvoir à la fois entendre, écouter les remarques et les critiques et les propositions, et puis aussi informer, parce que c'est ça notre rôle aussi d'élu. Karim Boulier. Excusez-moi. Vous êtes un peu plus d'extérieur. C'est quoi votre regard sur la vie municipale? Trop directif, pas assez... Excusez-moi de vous interrompre. Je souhaiterais juste revenir avec Monsieur Carpentier qui évoquait l'intercommunalité. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous avez évoqué aussi beaucoup l'emploi, l'attractivité économique d'Argentan dans la précédente question.
Ce sont des compétences qui ne vont pas dépendre uniquement du maire, mais beaucoup de l'intercommunalité, justement. Quelle serait, vous, Monsieur Carpentier, votre position par rapport à Argentan Intercom? Souhaitez-vous embriguer la présidence? Et si oui, que voulez-vous faire de cette intercommunalité? Cette question vous sera aussi posée, messieurs, rassurez-vous. Le problème, c'est que je n'ai pas répondu à la précédente. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je reviendrai dessus après, Marie, c'est pas de souci. Moi, je suis très attaché à l'idée nous sommes, pas moi personnellement, mais notre équipe, très attaché à l'idée de communauté et de territoire. Parce qu'il y a quelque chose de noble dans le fait d'avoir en partage un territoire, d'avoir en partage des compétences, des moyens pour réaliser des projets, d'avoir en partage un idéal et des projets collectifs. Donc je suis, depuis le début, extrêmement attaché à l'intercommunalité, ou plutôt à la communauté de communes. Il y a quelque chose de naturel à ce que le maire de la ville d'Argentan, commune centre comme on dit, soit aussi le président d'Argentan Intercom. D'ailleurs, je lis dans la presse qu'un certain nombre de maires ruraux qui se sont exprimés le pensent également. Mais je suis à cet égard très clair. Si tel est demain le cas, il s'agira bien d'une gouvernance fédérative et d'une coopération de la confiance. Parce que quand je mesure le désarroi, la défiance, le désintérêt, et d'ailleurs il n'est pas spécifique au territoire d'Argentan, on le lit dans tous les articles concernant l'intercommunalité ou les intercommunalités en France, le désenchantement des maires ruraux et le fait d'avoir été ou d'être dépossédés à tort ou à raison de leurs prérogatives, je me dis il faut essentiellement changer la gouvernance, comme au niveau local. Et ce ne sera pas une gouvernance de la hiérarchie, une gouvernance du pouvoir de la commune centre sur les communes périphériques. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Il s'agira d'une gouvernance partagée, certes sur des compétences clairement définies, mais d'une compétence et responsabilité partagée dans laquelle chacun aura sa place, personne ne se sentira lésé, tout le monde pourra s'exprimer et se sentir utile, écouter, être l'égal de l'autre. Je n'ai pas l'intention, en quoi que ce soit, ni au niveau de la ville, ni au niveau d'Argentan Intercom, de sanctuariser des fonctions et de faire de la gouvernance en solo. Merci, Monsieur Carpentier. Karim Boulier. Moi, j'aimerais revenir sur la précédente question. Oui. Qui sur le premier chantier, effectivement. Oui, on va y revenir, il n'y a pas de souci, on va revenir sur le chantier prioritaire. On a un peu Excusez-moi. c'est vrai. Voilà, c'est pour ça. Alors, si vous voulez, on va finir sur quand même la CDC. Dans la foulée, on va revenir sur le chantier prioritaire, il n'y a pas de souci. Alors, pour être très honnête, effectivement, je remarque qu'on se rejoint tous sur nos idées. L'intercommunalité, c'est encore une question que je ne me suis pas posée. Je préfère être honnête avec vous. Moi, j'ai des gens sur des listes, en l'occurrence, Brigitte Choquet, aujourd'hui, qui peut être susceptible d'être présidente de l'Interco. Ça n'empêchera pas que moi, si j'étais maire et elle présidente, on travaillerait en synergie, voilà, en bonne entente, tout simplement dans la bienveillance et dans la volonté de voir notre territoire évoluer. Et cette question de l'Interco, si je dois la briguer ou pas, je préfère être honnête et pas rentrer dans des débats politiques. Je ne me la suis pas encore posée. Très bien. Pour être sincère. Ouais, ouais. Et la gouvernance, alors, l'articulation ville-centre, commune rurale. Alors, Monsieur Carpentier a raison, il faut effectivement une ville-centre où tout gravite, et c'est en effet Argentan. Maintenant, les communes rurales qui tournent autour doivent aussi avoir leur mot à dire. Il doit y avoir une équité dans la prise de décision, une équité dans la représentation. Et là, j'abonde totalement dans le sens de Monsieur Carpentier et certainement de Monsieur Léveillé pour dire que il doit y avoir une équité dans la gouvernance de l'Interco entre la ville-centre qui est Argentan, qui naturellement attire un maximum de personnes, et les villes alentours. Bon, je vais essayer de ne pas faire dans le verbiage, mais dans l'efficace. D'abord, nous, sur notre programme, nous avons identifié les compétences de l'intercommunalité. La vraie difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a un manque de lisibilité sur les compétences de l'intercommunalité. Et que pour connaître les compétences de l'intercommunalité, savoir qui fait quoi, où, comment, pourquoi, il faut d'abord le savoir. Donc le premier point, c'est d'abord un manque d'information
sur les compétences de l'intercommunalité. Il y a les compétences obligatoires qui sont liées à la loi. Et puis, il y a les compétences dites facultatives qui sont choisies par les intercos. Je pense que c'est d'abord très important que de pouvoir bien identifier qui fait quoi et où. Après, deuxième sujet, parce que là aussi on peut faire des grandes déclarations d'intention, mais le principe démocratique, il faut qu'il soit respecté. Il y a un ordre. Alors, il s'avère que ça ne correspond pas à ce que moi je souhaiterais. Parce que moi je souhaiterais des intercommunalités élues au suffrage universel direct. Parce que ce serait beaucoup plus simple et surtout ça porterait un vrai projet de territoire. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas la réalité. Donc il faut faire, non pas avec ses souhaits, il faut faire avec la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est qu'on a d'abord des élections municipales et puis ensuite, on a un choix sur l'intercommunalité et une élection intercommunale. Moi, j'ai dit depuis le début, et je ne bougerai pas sur ce point-là et sur cette situation-là, j'ai dit depuis le début que si, en effet, il semblait utile, important, essentiel, à l'ensemble des élus du territoire, qui seront demain les délégués à l'intercommunalité, que le maire de la ville-centre soit aussi, comme dans beaucoup d'endroits, le président de l'intercommunalité, alors je suis à disposition, j'y suis prêt. Mais je ne veux pas en faire un préalable, parce que ce n'est pas démocratique d'en faire un préalable. La démocratie, c'est de pouvoir échanger avec les uns et avec les autres et de définir un vrai projet de territoire, parce que c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est un projet de territoire et de savoir comment on va porter notre territoire. La bataille territoriale, demain, elle va être sévère, parce que c'est un choix fait aujourd'hui par le gouvernement de pouvoir mettre les territoires en concurrence. Et comme cette bataille territoriale elle va être sévère, il faut que nous soyons en môle, ensemble, structurés, organisés, pour pouvoir répondre vraiment aux besoins et aux attentes de la population. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est ça l'essentiel. Les compétences de l'intercommunalité, elles sont parfois techniques. Elles ne font pas toujours rêver, hein. Mais elles sont essentielles. Quand on évoque les sujets d'assainissement, on ne peut pas dire que voilà, ça fait rêver les foules. Mais c'est essentiel, c'est fondamental, c'est ce qu'on ne voit pas. Mais c'est ce qui permet de vivre, et de vivre au quotidien, et de bien vivre au quotidien. Voilà, ça c'est des vrais sujets qu'il faut vraiment poser avec l'ensemble des élus, l'ensemble des acteurs de l'intercommunalité de demain, et puis avec en plus une vision d'intercommunalité sur un territoire, qui soit un territoire lui aussi partagé. Avant de revenir sur vos chantiers prioritaires respectifs, vous êtes plusieurs à avoir évoqué les compétences de l'intercommunalité, notamment vous, Monsieur Carpentier, qui évoquiez la frustration de certains maires de petites communes à se sentir dépossédés de certaines compétences. Est-ce que dans vos ambitions respectives, certaines compétences qui relèvent actuellement de l'intercommunalité pourraient faire l'objet d'une discussion en vue peut-être de revenir aux communes? Je pense notamment à la compétence scolaire qui parle à tout le monde et qui relève actuellement de l'intercommunalité et pour laquelle certains maires de communes autour d'Argentan ont évoqué le désir qu'elle revienne dans le giron des communes. Je vais vous demander, excusez-moi, d'être assez bref maintenant, parce qu'il va falloir qu'on enchaîne. Allez-y, Monsieur Carpentier. Je crois que pour qu'elle fonctionne bien, une communauté de communes a besoin de stabilité. On ne construit rien de bon sur des sables mouvants. Et personnellement, je suis alors extrêmement réticent à l'idée d'une espèce de yo-yo qui voudrait dire « un jour je te transfère, le coup d'après je reprends, je t'en transfère la moitié, tu m'en redonnes un quart ». Non mais où allons-nous? D'abord, il faut de la stabilité si nous voulons avoir des résultats et si nous voulons que ce territoire ait une véritable identité partagée par tous. Je plaide actuellement pour le statu quo des grandes compétences de l'intercommunalité. Il ne faut pas la vider de ce qu'elle porte de bon et de ce qui, dans l'esprit des citoyens, est concret. Si vous ne voulez pas que, déjà avec la difficulté, effectivement, Frédéric Léveillé a raison, d'une identification des compétences de l'une et de l'autre des collectivités, mais si vous ne voulez pas que l'intercommunalité soit associée dans l'esprit de nos concitoyens, comme c'est le cas, à un truc très lointain, un espèce de machin administratif qui gère des dossiers, mais qui ne concerne pas les citoyens au premier degré de leur vie,
alors il faut laisser à l'intercommunalité de grandes compétences, comme par exemple la compétence scolaire. Et je ne veux pas entrer dans les questions de chiffres, de budget. J'ai là tout un dossier, on pourrait argumenter sur bien d'autres niveaux pour le maintien de la compétence scolaire, mais l'intercommunalité, ça doit être quelque chose de concret au bénéfice des citoyens, de l'utilité publique. Karim Moulier, sur les compétences de l'intercommunalité, on touche pas? Certaines, pas toutes. Non, mais concernant les compétences de l'intercommunalité, aujourd'hui, il faut une certaine clarification. Concernant l'éducation, moi, j'y suis opposé tout simplement parce que ça permet cette compétence intercommunale qui permet une espèce d'équité dans toutes les écoles de l'interco est extrêmement importante. On ne peut pas, au profit de certaines écoles, en déposséder d'autres. Donc la compétence, en tout cas la compétence éducative, puisque c'était la question de Marie, à mon avis, doit rester au sein de l'interco. Après, il faut redéfinir effectivement les différentes compétences pour ne pas brouiller un petit peu tout le débat et faire en sorte que les Argentanais savent à qui s'adresser et savent, aussi les gens de l'interco, savent quelles sont les compétences affectées à chacune. Eric, Léveillé, une remarque? Moi, je suis assez surpris de la façon dont c'est abordé. On vient de dire il faut qu'il y ait de l'équité, que tout le monde puisse parler de la même façon, etc., etc. Puis on ferme le débat. Moi, je pense qu'il faut le laisser ouvert, le débat, pour l'instant. La question, elle est posée par un certain nombre de maires aujourd'hui dans l'intercommunalité. Ça se réfléchit, ça se débat, ça se pose en débat. On ne peut pas avoir un double discours qui consiste à dire, vous comprenez, il faut que tout le monde soit au même niveau, que chacun puisse s'exprimer de la même façon, puis dire, ah ben non, ce débat-là est terminé, on n'en parle pas. Moi, je pense qu'il faut poser le débat. Et non seulement il faut poser le débat, mais il faut le poser le débat par rapport à des évolutions, à deux évolutions en particulier. La première évolution, c'est les communes nouvelles. Elles n'existaient pas il y a encore quelques temps. Vous avez vu dans la presse que certains, d'ailleurs, imaginaient et identifiaient le fait que peut-être ces communes nouvelles pouvaient aussi récupérer ce type de compétences. Pourquoi pas? Moi, j'en sais rien. Je pense que là où il faut être modeste dans notre approche, c'est qu'il faut qu'il y ait un vrai débat, une vraie discussion avec l'ensemble des acteurs concernés. Mais si, en effet, on clôt dès le départ, mais comment vous faites, il n'y a plus de débat. Ça veut dire que c'est un vrai sujet d'échange à l'intérieur même du conseil communautaire. Et moi, j'avoue que... C'est-à-dire les conseils municipaux s'installent, après il y a l'installation du conseil communautaire, et lors de, je sais pas, la deuxième réunion... Lors de la deuxième réunion... La deuxième réunion est consacrée justement à la discussion des qu'est-ce qu'on fait de l'interco demain. Bien sûr, parce que c'est une révision de projet territorial. Donc c'est ça, parce qu'on peut pas imaginer... Et on met tout sur la table, pardon. Sauf les compétences... Par contre, il faut tout mettre sur la table. Ah, c'est-à-dire pas de manière succincte en disant tout sur la table. Grosso modo, tout, c'est-à-dire y compris la réalité de la proximité, la réalité du personnel, la réalité de la restauration collective, la réalité, tout, faut tout mettre sur la table. Et puis après, une fois un débat mené avec l'ensemble des acteurs de l'intercommunalité, à ce moment-là, en effet, on tranche. Pas seulement d'ailleurs avec les acteurs de l'intercommunalité, et ça donnerait de la force à l'interco. C'est que ce soit aussi partagé avec l'ensemble des citoyens sur le territoire et les citoyens directement concernés. Donc, alors, l'idéal serait aussi d'y associer les enfants, mais c'est un peu compliqué, on le sait bien, mais au moins d'y associer les parents. Parce que ça, c'est important. Donc, vaste consultation pour vous. Bien sûr. Okay. Sur la compétence scolaire, du coup. Entre autres, mais s'il y a d'autres besoins, on sait qu'il y a des compétences obligatoires. Par exemple, il y a un sujet dont personne ne parle, qui est un sujet fondamental, la GEMAPI. Alors, comme d'habitude, on est très fort sur les acronymes. Hein, la gestion des milieux aquatiques et la protection des inondations. Bon. La prévention des inondations, pardon. Et ben c'est quoi ça? Ça, c'est un vrai sujet qui, aujourd'hui, est posé sur notre territoire, sur la façon dont on est capable de s'occuper des masses d'eau, dont on est capable de régler les problèmes d'inondation éventuels. On a sur la ville d'Argentan ce qui s'appelle un PPRI, un plan de prévention des risques des inondations. Il est aujourd'hui réel. Heureusement qu'on a identifié les pâtures. Vous qui n'habitez pas très loin, vous le savez. Il y a de l'eau dans les pâtures, tant mieux, parce que sinon ce serait de l'eau en centre-ville. Voilà, ça c'est des vrais sujets, des sujets concrets, et qui sont aujourd'hui les sujets qui vont se poser, y compris pour l'intercommunalité. Et la GEMAPI, c'est la loi qui l'a faite comme ça. C'est-à-dire que la GEMAPI, c'est une compétence obligatoire de l'intercommunalité. Une nouvelle compétence obligatoire. Et ça veut dire aussi avoir des ingénieurs, ça veut dire aussi avoir du personnel compétent qui peut gérer ces affaires-là. Et ça va être des affaires compliquées. Très bien. Je pense qu'on a
compris, on va fermer ce volet intercommunalité pour revenir au volet du chantier prioritaire du maire d'Argentan, du futur maire d'Argentan. On était resté à vous, Karim Moulier. Quel serait, selon vous, le chantier prioritaire à engager sur Argentan? Alors, accepter le chantier économique, moi, je prône une gouvernance participative. Et ça, je le dis depuis toujours. Effectivement, la ville n'appartient pas aux élus, elle appartient aux Argentanais. Aujourd'hui, tout ce qui doit être fait dans cette ville doit passer par les Argentanais. C'est indéniable. Autant les chefs d'entreprise, les commerçants, les artisans, les habitants des quartiers, pour avoir leur ressenti, pour avoir leur avis, tout simplement. Eh bien, je vais formuler la même question qu'avec M. Carpentier. Concrètement, ça se traduirait comment ? Concrètement, ça se traduit par des réunions relativement fréquentes pour avoir le ressenti, justement. On pourrait avoir des réunions, pourquoi pas à la mairie, pourquoi pas une consultation sur Internet ou dans les médias, mais en tout cas, aller au contact des commerçants, aller au contact des chefs d'entreprise, qu'on discute ensemble, qu'on échange sur les expériences et sur les chantiers à prévoir, hein, tout simplement. On est dans un échange perpétuel. Et voilà, c'est une espèce de gouvernance que je veux. Et ça rejoint aussi un peu l'interco quand on disait que, comme M. Lévy disait qu'il faut une gouvernance mutuelle, c'est une réalité. Quand je disais tout à l'heure que j'étais pas trop pour j'étais pour la compétence éducative reste à l'interco, c'est mon avis, c'est subjectif, effectivement. Maintenant, il faut ouvrir le débat. Et en tout cas, cette gouvernance participative, elle est essentielle pour fédérer et pour faire revivre notre ville. Et encore une fois, ça passe par des réunions fréquentes, par des prises d'avis, des prises d'opinion qui permettent justement de faire une analyse, ensuite un état des lieux et pour mener un plan d'action. Donc des consultations avant de mener des actions. C'est préférable. Je pense en tout cas, parce qu'après si on mène l'action et ensuite on fait la consultation, je pense que ce sera un peu trop tard. Monsieur Frédéric Léveillé, alors on est sur le chantier prioritaire qu'il conviendrait, selon vous, de mener ou de poursuivre sur Argentan, parce qu'il peut y avoir ça aussi. Alors des chantiers prioritaires, il y en a plusieurs, mais moi je veux en évoquer un, parce que là encore, Très bien. je pense qu'il faut être cohérent. Alors, ça va, tant pis, hein, je vais être obligé de couper dans les choix, mais je prends celui-là. Certains se lamentent de la perte de population. On est aujourd'hui à 13 867 habitants, c'est-à-dire presque 14 000, et on nous explique que vous comprenez, voilà, la ville a perdu de la population, etc. etc. Ben alors, on fait quoi pour inverser la tendance ? Pour moi, la priorité, elle porte, au-delà de l'aspect économique qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer, elle porte sur le logement. C'est quoi la problématique du logement sur la ville ? La problématique, c'est qu'on a une recentralisation sur la ville aujourd'hui de personnes qui sont des personnes, pour beaucoup, de plus de 60 ans, qui, je la fais un peu caricaturale pour aller vite, mais avaient un pavillon à 5, 10, 15 km d'Argentan, arrivent à la période de la retraite et se disent, bon, moi, maintenant, il faut que j'aille sur la ville. Et donc, je vends mon pavillon, j'ai du cash, et dès qu'il y a un pavillon qui se libère à Argentan, hop, je l'achète. Ça pose deux problématiques. La première, c'est qu'il y a un vieillissement accru de la population. On prend un point par an de plus de 60 ans. Pas seulement par le vieillissement naturel, mais par l'apport de personnes de plus de 60 ans. Deuxièmement, quand on achète un F5 à 2, il y a une sous-occupation de logements. Et ça ne contribue pas à assurer l'augmentation de la population. Donc le vrai enjeu, il est de savoir comment on permet, en particulier, alors c'est pas stigmatisant, hein, on va pas faire de la sélection à l'entrée, mais à des jeunes couples, avec des enfants, de pouvoir s'installer à Argentan. J'en ai encore vu un samedi matin qui me posait la question. Il me dit, voilà, moi je travaille à la Poste, ma femme est aide-soignante, on voudrait pouvoir s'installer à Argentan, on a 2 enfants, comment on peut faire ? C'est là la problématique, ça c'est une vraie problématique. Eh bien aujourd'hui, il faut à la fois soutenir les projets publics et les projets privés, parce que ça allait être la question que vous aviez posée, donc je vais y venir. Les projets privés, c'est quoi ? C'est qu'on a la chance d'avoir sur Argentan des investisseurs privés qui veulent en particulier travailler sur des friches. Je pense à l'ancienne sous-préfecture. La question se pose aussi sur l'ancienne clinique, c'est-à-dire on est en cœur de ville. De pouvoir aussi investir sur des bâtiments qui vont être des bâtiments neufs. Regardez ce qui s'est fait avec Viking 1, peut-être demain, et je l'espère assez vite, Viking 3, avant Viking 2, bon, c'est comme ça. Voilà, hein, ça c'est du développement réel, concret de logement pour des gens qui recherchent à venir sur Argentan.
Et puis c'est aussi travailler sur des projets qui vont être des projets publics portés par la collectivité. Ce que nous allons entreprendre avec l'intercommunalité, avec la Banque des territoires, parce qu'il faut du financement, avec la région, parce que la région y contribue, avec le département, c'est quoi? C'est s'occuper réellement et concrètement du quartier Vallée d'Auge, en faisant quoi? En faisant du logement diversifié. À la fois, aujourd'hui, on sait bien, peu de gens veulent désormais habiter dans des grands immeubles. Donc il faut faire du logement social accessible, locatif, à des prix raisonnables, avec ce qu'on appelle du R+1, mais il faut aussi avoir sur les mêmes territoires, pour en plus en assurer la diversité, avoir des logements qui vont être des logements avec de l'accession à la propriété, avec des logements avec des terrains qu'on va pouvoir laisser pour de la construction directe. Voilà, ça c'est assurer de la diversité. C'est assurer de la diversité de logements, c'est assurer de l'activité sur le territoire, parce que ce sont aussi des entreprises locales qui travaillent, il faut le dire. Et puis c'est aussi permettre une recentralisation de population sur la ville. Moi, je me fixe un objectif modeste, mais un objectif quand même. Il faut revenir à 15 000 habitants. Pourquoi 15 000 habitants? Parce que ça identifie le territoire, y compris sur ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement, versée par l'État par rapport à la population. Donc c'est très important. C'est un vrai sujet, un vrai enjeu, qui est un vrai enjeu, d'ailleurs, de tout un mandat, pas comme ça en claquant des doigts. Merci, monsieur Léveillé. Ça suscite une réaction de monsieur Carpentier. Oui, bien, je partage le souci de Frédéric Léveillé de voir le logement évoluer dans cette ville et être adapté aux aspirations de ceux qui souhaiteraient venir y vivre. La baisse de la je vais y revenir. La baisse de la population, c'est une question difficile parce que elle concerne plusieurs domaines de la ville importants en même temps, c'est-à-dire qu'il faut trouver une forme de réponse transversale pour essayer d'être efficace. Donc, le problème du logement... Comment ? Oui, vous vouliez intervenir sur un point en particulier, excusez-moi ? Oui, le problème du logement. C'est-à-dire... Parce que ça, c'est un problème. L'habitat et le logement, c'est effectivement... Oui, mais en dehors du constat par rapport à ce qu'a dit Frédéric Léveillé, vous vouliez apporter un complément précis, un autre regard à faire valoir. Je souscris naturellement aux actions qui sont déjà engagées. Je pense que les projets de rénovation, d'opération d'amélioration de l'habitat, de rénovation de l'habitat ancien, de construction nouvelle, diversifiée, qui correspondent aux aspirations des citoyens aujourd'hui, c'est ce qui a été dit, c'est ce qui a été dit. Il faut diversifier l'habitat, il faut faire en sorte que peut-être on ait aussi là un petit peu d'audace, qu'on sorte d'un urbanisme standard, qu'on introduise aussi un point de vue, je dirais, dans l'attractivité de la ville, de la végétalisation, d'urbanistes paysagistes, y compris dans la conception de nouveaux quartiers. D'accord. Karim Moulier, est-ce que vous vouliez apporter un complément sur cet aspect logement, habitat ? L'aspect logement-habitat, effectivement, on parle du quartier de la Vallée d'Auge qui est en train de mourir à petit feu. Hein. C'est une réalité. Il y a des barres d'immeubles qui ont été... On commence à l'endiguer, mais il y a des barres d'immeubles qui ont été abattus. Je pense qu'un projet important aurait pu être fait justement par les maisons France Service, histoire de repeupler ce quartier de la Vallée d'Auge. La municipalité a fait l'acquisition de l'ancien magasin d'alimentation qui s'appelle le Mutant. Ça va être le début d'une nouvelle ère. C'est-à-dire, on parle souvent des maisons France Service pour suppléer la fin en tout cas, le départ programmé de certains services publics. Est-ce que cette maison France Service ne pourrait pas être justement intégrée au quartier de la Vallée d'Auge, avec des commerces de bouche, des commerces de proximité, et ensuite tout ce qui est habitation et qui gravite autour. Il faut... Moi, j'ai connu ce quartier qui est un quartier avec des barres d'immeubles, très marqué, et aujourd'hui, comme vous dites, il faut une espèce de mélange qui permette... Pardon ? Ouais, tout le monde est d'accord sur le logement et l'habitat, finalement. Hein, voilà. Oui. Non, mais est-ce que vous vouliez apporter... C'est une évidence. L'habitat, alors moi je suis un natif du quartier des Provinces, j'ai connu ce quartier, il y avait un peu plus d'habitants argentins, qui étaient avec des tours, des barres d'immeubles qui étaient totalement pleins. Aujourd'hui on voit que ça se désertifie. Et effectivement la mutation de ces quartiers est extrêmement importante, et c'est le moment, en tout cas je pense que c'est aussi une volonté de l'État, de faire un mélange et de varier les types d'habitation. La mutation a été faite à Flers, dans le quartier dans la ZUP, où ils ont abattu des barres d'immeubles, ont construit des maisons autosuffisantes, ou alors tout simplement des maisons BBC, avec aérothermie, géothermie, etc. Aujourd'hui, ça se passe extrêmement bien, et c'est un quartier qui a retrouvé une âme, qui a retrouvé une réputation, qui a retrouvé un vrai art de vivre.
Juste Très un vite. point sur Très sur vite, la ainsi. rénovation urbaine, parce que personne n'en parle, mais là, moi, je pense que c'est quand même très important. Ouais. Ça doit être partagé avec la population. Je le dis parce que c'est aussi la réalité de la loi. Hein, depuis déjà un certain nombre de mois, nous n'avons pas le droit de réunir des citoyens pour parler, y compris de la rénovation urbaine sur leur quartier. C'est interdit par la loi. Et que j'espère bien que dès les élections passées, et moi je l'ai évoqué avec des habitants du quartier de la Vallée d'Auge pour que dès le début du mois de juin, ça puisse être travaillé. Parce que faire de la rénovation urbaine, ça concerne directement les habitants qui y vivent. Donc on n'arrive pas avec des trucs tout faits, tout ficelés, on travaille avec les gens parce que c'est comme ça aussi qu'on permet l'appropriation de son quartier. Et que, je le dis souvent, le quartier Vallée d'Auge, il est en proximité du cœur de ville. Donc il faut lier aussi le cœur de ville avec le quartier Vallée d'Auge. Très bien, merci. On va clore. Et rénover le quartier des Trois Crans. Très bien, très bien. Très bien. Merci beaucoup. On va essayer d'aborder la deuxième partie de ce débat parce qu'on a été long, je ne vous cache pas, sur cette première partie. Donc pour la deuxième partie de ce débat, on avait proposé, et les candidats l'ont accepté, de se prêter à un exercice dont le principe est très simple. C'est que chaque candidat va poser une question à un adversaire de son choix. Voilà. Et donc, Alors, je crois qu'on commence par Karim Houlier. Karim Houlier, quelle est la question du coup que vous voulez poser et à quel adversaire, puisqu'il faut en choisir un? Je ne peux pas choisir les deux? Non, d'accord. Non. Ça aurait Un. été pas mal. on va démarrer avec un. Oh, je vais choisir Monsieur Léveillé, en toute bienveillance, Monsieur Léveillé. Objectivement, comment vous voyez-vous, la candidature d'une liste comme la mienne aux élections municipales 2020 voilà, que nous qui sommes pour la grande majorité des gens expérimentés, hein, sans expérience politique évidemment, mais des gens expérimentés dans cette course au municipal. Bah écoutez, moi je crois que c'est bon pour la démocratie. Parce que l'enjeu, il est en effet de pouvoir amener des gens, y compris des gens nouveaux, jeunes. C'est important aussi, la jeunesse, pour se mettre en perspective. D'avoir une liste qui soit justement de gens, c'est vous qui avez utilisé le terme, donc je vais me permettre de le reprendre, qui sont des novices en politique. Même si, je le dis, hein, la fonction de maire, c'est une fonction quotidienne, hein, c'est une fonction difficile parce qu'elle est très diversifiée, etc. Donc voilà. Mais je pense que c'est sain pour la démocratie. C'est d'autant plus sain pour la démocratie que je m'aperçois que dans un certain nombre de communes, et en particulier de communes rurales, on a du mal à trouver des candidats. Parce que les gens ne veulent pas forcément s'engager. Moi, je salue l'engagement d'une liste concurrente. C'est le principe de la démocratie. Mais qui veut apporter sa contribution à la réflexion et au débat. Parce que je crois que c'est ça aussi la force de la démocratie. Il ne faut pas seulement en parler, il faut la vivre. Merci. Monsieur Carpentier, si vous voulez livrer un mot sur la question de Karim Houlier, vous pouvez, si c'est différent de Frédéric Léveillé. Sur la constitution des listes, bien entendu, chacun est légitime dans l'espace démocratique, dans l'espace du débat démocratique. Je n'ai rien à dire là-dessus. Chacun s'efforce après de faire au mieux par rapport à l'état d'esprit et à la philosophie qu'il a et par rapport aux objectifs qu'il souhaite mettre en œuvre par la suite. Parce qu'une élection municipale, c'est sérieux. Il faut savoir s'entourer de personnes avec qui on pourra travailler collectivement et avec qui le maire pourra partager ses responsabilités et déléguer. Un maire doit déléguer. Il n'est pas seul le détenteur de la vérité et seul capable de résoudre les problèmes de cette ville. Donc, chacun fait pour le mieux. Il appartient aux citoyens d'Argentan, en leur âme et conscience, de regarder attentivement ces listes. Ils en connaissent probablement déjà beaucoup de participants et de se faire une idée, au moins des personnes, sans parler des programmes par la suite. Merci. Eh ben merci. On va maintenant passer la parole à Monsieur Léveillé. Dès que vous avez fini, si vous voulez boire un petit peu C'est d'eau. bon, c'est bon, c'est bon. Vous inquiétez pas. C'est une habitude, hein, ça y est, les gens savent ici, moi je bois beaucoup. Du coup, D'eau. Même si il n'y a pas que l'eau. Mais oui, moi j'avais une question concrète et précise à Jean-Louis Carpentier. Savoir la dernière entreprise du territoire visitée.
entreprises du territoire visitées et quand? Visiter. Eh bien, la dernière entreprise, c'était pas une entreprise, c'était Progressis à Sarceaux. C'est un ensemble, de personnes qui se sont organisées en réseau. L'avantage, c'est qu'on avait en face de nous plusieurs chefs d'entreprise et nous avons pu avoir un échange extrêmement fécond. J'ai rendez-vous samedi prochain dans une autre entreprise de la ville. J'ai visité aussi l'entreprise, son nom va m'échapper maintenant, après Grave 2000, dont le directeur est M. Candieu. Un très très long échange. Éclergie. Comment? Éclergie. D'accord. Mais c'était pas le sens de ma question. Entreprendre Argentan, nous y sommes allés, Karim Moulier et moi, puisque nous y étions ensemble aussi. Mais je pense que c'est important, je l'évoque comme ça, parce que je pense que quand je dis que nous avons des pépites sur le territoire, il faut le dire. Moi, je crois que c'était hier matin, j'ai visité une entreprise qui s'appelle Porto, très intéressante, d'ailleurs, pour laquelle il va falloir aussi s'atteler, parce que les bâtiments sont des bâtiments anciens, mais ils font de la qualité, ils travaillent pour du luxe. Voilà, on ne le sait pas forcément, Argentan. Je trouve que c'est un peu dommage. Même chose pour avoir vu la semaine dernière MFTech une fois de plus, parce que ça fait de nombreuses fois que je passe à MFTech, pour la signature du premier emploi franc. Très important, le premier emploi franc. Là aussi, une déclinaison sur le territoire. C'était une question. Et je pense que... Non, mais je pense que c'est pas le tout d'en parler. Il faut y aller. C'était une question à Jean-Louis Carpentier. D'accord. Mais en substance, vous estimez que M. Carpentier connaît mal le tissu économique? Non, moi j'estime rien. Je ne vais pas porter de jugement à l'égard de qui que ce soit, ce n'est pas mon style. Mais en revanche, je pense que quand on veut parler de développement économique, il ne faut pas seulement en parler, il faut y aller. Et j'avoue que j'ai un peu de chance, parce que c'est vrai que depuis plusieurs mois, je reçois beaucoup d'investisseurs, d'entreprises, et que c'est aussi une force, je crois, de pouvoir le partager quand on est maire de la ville, même si le développement économique reste aujourd'hui une compétence intercommunale. Entendu, merci. Monsieur Houllier, peut-être que vous avez envie de réagir? Sur la visite des entreprises, alors moi la dernière que j'ai visitée, en tout cas entreprise industrielle, c'est MFTech. Maintenant, au-delà des entreprises industrielles, moi je fais mes courses tous les jours sur Argentan. Donc des commerçants, les entreprises, je les visite tous les jours, que ce soit la grande distribution, que ce soit les bars de centre-ville, que ce soit les magasins de vêtements ou autres. Donc j'y étais hier, aujourd'hui et j'y serai certainement demain. Merci. Monsieur Carpentier, c'est à vous du coup de poser votre question à un adversaire. À Frédéric Léveillé, il ne va pas s'en étonner. Nous voudrions savoir ce que signifie pour vous le mot loyauté. Ah, c'est une bonne question, ça. Je vais m'en aller. Ça ne me concerne plus. Le mot loyauté, il est d'abord d'être loyal à l'égard de ses idées. Ça veut dire qu'on ne varie pas, ça veut dire qu'on ne se cache pas. Ça veut dire qu'on assume, y compris... moi, je n'ai pas d'état d'âme à assumer l'ensemble des candidats qui sont sur ma liste. Parce que c'est ça la loyauté, aussi vis-à-vis de l'électeur. Il faut être transparent, il faut être cohérent, il faut être clair. Et cette notion de loyauté, elle est importante par rapport à l'électeur. Elle est aussi importante à l'égard des élus qui sont engagés. Et moi, j'ai toujours dit, parce que je vois bien ce qui est sous-jacent derrière, j'ai toujours dit que le travail qui a été mené depuis 30 ans par la municipalité, par des élus, par Jean-Louis Carpentier qui est élu depuis 30 ans, ce travail a permis et assuré la mutation de la ville. La loyauté, c'est quoi? C'est aussi être capable de dire et de se dire qu'on a contribué, on a participé, on a permis des évolutions, mais qu'il faut aussi se projeter. Et moi, je l'ai évoqué depuis le début, je pense qu'il faut se projeter sur ce territoire vers 2040 et qu'il faut aussi loyalement laisser les autres générations pouvoir le porter. Alors, la loyauté vis-à-vis des élus. La loyauté vis-à-vis des élus, je pense qu'il y en a certains dans cette salle qui vont avoir une grosse montée d'adrénaline, une très grosse montée d'adrénaline. Car loyal, vous n'avez pas été. Quand vous vous arrogez de manière parfois éhontée le bilan d'une équipe,
Quand une équipe travaille collectivement, le bilan est le fruit de ce travail. On a l'impression que vous êtes le seul à avoir réalisé toutes les choses de cette ville, dans des domaines d'ailleurs dont vous ne vous occupiez absolument pas, avec des remontées dans le temps assez lointaines et un grand nombre d'élus qui ont participé à ce bilan. Ils sont dans la salle aujourd'hui, ils ne sont plus à vos côtés, et ils y ont participé de manière forte, peut-être beaucoup plus forte que vous. Donc là, vous n'êtes pas non plus loyal. Et puis à nos yeux quand même, disons-nous la vérité, vous portez un costume de maire par intérim. Vous n'êtes pas un maire sortant. Un maire sortant, c'est celui qui est entré par la légitimité du suffrage universel, pas par un petit subterfuge politicien, espèce de petit déni de démocratie. Il faut être loyal, vous n'avez pas ce costume de maire sortant. Vous êtes un maire par intérim, vous le deviendrez peut-être de nouveau, parce que Dieu merci, le suffrage universel va être établi dans cette élection municipale. Donc ça m'intéressait de savoir ce que vous mettiez derrière ce terme de loyauté. Je ne suis pas convaincu. Deux remarques sur ce sujet. D'abord, quand on sait bien lire, et je pense que chacun sait lire, moi, je pense, et d'ailleurs c'est le cas de tous nos candidats, j'aimerais bien que ce soit le cas de tous les candidats partout, je pense que nous sommes modestes pour nous-mêmes, mais ambitieux pour notre territoire. Et que sur ce bilan, parce que nous on a écrit un bilan, d'ailleurs personne n'était empêché d'en sortir un, personne. Nous, il nous semblait légitime, normal, loyal avec les électeurs d'ailleurs, que de pouvoir sortir un bilan. Et sur ce bilan, pour ceux qui l'ont lu, mais j'espère que beaucoup l'ont lu, c'est d'abord écrit que cette équipe a essentiellement été sous la direction, non pas de moi, mais de Pierre Pavis. Et je crois que la loyauté, je la dois aussi à cette force et au travail qu'a pu mener Pierre Pavis avec une équipe qui, depuis 2001, il dirige. Et puis, le deuxième sujet sur lequel je voulais revenir, sur l'aspect de cette loyauté évoquée, c'est que aujourd'hui, l'enjeu politique qui est devant nous, c'est de pouvoir porter le territoire en loyauté avec les citoyens. Il ne faut pas leur faire croire des choses qui ne sont pas la réalité. C'est pour ça que j'ai voulu aussi rappeler quelques chiffres qui sont des chiffres essentiels et qui sont indispensables, je crois en tout cas, à évoquer en permanence, parce que c'est aussi comme ça que nous sommes non seulement fiers, mais aussi loyaux avec l'ensemble de la population. Je vais juste rebondir sur vos échanges, Monsieur Carpentier, Monsieur Léveillé. Vous apparteniez à la même majorité. Monsieur Carpentier, qu'est-ce qui vous a conduit finalement à ne pas partir ou à ne pas faire une liste commune avec Frédéric Léveillé ? Eh bien écoutez, d'abord je n'ai pas accepté, et je n'ai pas été le seul, que la vie municipale au terme de ce mandat s'achève dans des conditions où elle s'est achevée. Nous considérons, nous, que M. Pierre Pavis était le maire sortant, naturellement, élu au suffrage universel, et qu'il devait aller au terme de son mandat. On n'arrête pas à 8 mois d'une élection, sans justification majeure. Si on le fait, c'est qu'on a une intention. Et cette intention, à l'évidence, était politicienne. Elle était de pousser, c'était son droit, mais quand même, vis-à-vis des autres, quel manque de respect et quel déni de démocratie, de pousser son poulain, de lui donner finalement tous les leviers pour mener à bien une campagne électorale, car il a évidemment des avantages que Karim Houlier et moi, nous n'avons pas, parce qu'il a toutes les manettes en main. Il est partout, mais bon, c'est son rôle et cela. Mais il y a une injustice fondamentale de traitement. Alors, ça a été un point majeur. Et j'ajouterais que lors de l'élection au conseil municipal, il a manqué d'ailleurs pas mal de voix de la majorité à M. Léveillé, mais nous n'avons pas eu le droit de parole. Je voudrais dire ici que 4 interventions étaient prévues et que la phrase exacte qui a été dite, il n'y aura pas de prise de parole. Donc on a confisqué la démocratie. Et ça, c'est inacceptable et à nos yeux, la démocratie doit rester quelque chose de pur. Et puis, quand vous ne vous reconnaissez plus dans un mode de fonctionnement,
dans des modes de gouvernance, quand vous ne vous reconnaissez plus dans un système d'idées, de partis, parce que vous pensez, comme beaucoup de concitoyens, qu'aujourd'hui ça ne correspond plus aux attentes, que c'est vide de sens et que ça crée une très grande défiance des citoyens français vis-à-vis de la politique, je suis, moi, attaché à non seulement la loyauté, mais à la cohérence. Et par conséquent, je ne supporte pas d'ombre sur la cohérence, et c'était aussi une raison pour laquelle nous sommes partis de cette majorité. Voilà, et nous avons parfaitement le droit légitime aujourd'hui d'incarner autre chose et d'être présents dans le débat démocratique de l'élection municipale. Merci, Monsieur Carpentier. Si vous me permettez, très très vite. Attends, Karim Moulier, juste Frédéric Léveillé, promis, je vous... Pardon, attendez, on finit en cohérence, justement. Un mot de Frédéric Léveillé en réponse, mais très rapide, et promis, évidemment, Karim Moulier à la parole derrière pour dire tout ce que ça lui inspire. Voilà. Deux petites choses. La première, c'est que les attaques qui sont portées là, elles ne sont pas à mon encontre, mais je crois qu'elles sont à l'encontre de Pierre Pavis, qui ne me semble pas très loyal, pour le coup. Et puis, deuxièmement, rappeler à Jean-Louis Carpentier que je ne suis pas maire par intérim. Il y a sur ce territoire un maire par intérim. C'est Gérard Viel, qui malheureusement, les circonstances étant ce qu'elles sont, assume sur Écouché-les-Vallées ce qu'on appelle le poste de maire par intérim. Moi, j'ai été élu démocratiquement, pas par tout le monde, c'est vrai, pas par tout le monde. D'ailleurs, je suis assez surpris parce qu'il était à ce moment-là, et je ne suis pas visé parce que c'est pas moi qui ai employé ce terme-là, mais il était à ce moment-là intéressant et utile d'avoir une vraie discussion et un vrai débat. Et puis ce que je constate, c'est que depuis 8 mois, il y a eu un certain nombre de conseils municipaux, et que si en effet il y avait une rupture, une différence, eh bien, je suis surpris d'avoir eu que des votes à l'unanimité sur toutes les délibérations qui sont passées dans les conseils municipaux. Je regrette, mais le suffrage universel très vite. est le suffrage de tous les citoyens d'une ville et pas seulement des élus. Je rappelle qu'un maire est élu par le conseil municipal, pas directement par les... De toute façon, on a compris que vous étiez... C'est la loi, c'est tout. On a compris que vous n'étiez pas d'accord. Non, moi, si je puis me permettre, je voudrais faire très court. Karim Moulier, vous avez le droit de dire ça va tout très... ce que ça vous inspire. Voilà, exactement. C'est à ça que je voulais en venir. Alors, moi, je suis au centre. Pas seulement sur l'échiquier politique, mais je suis au centre des débats et je m'aperçois que, après c'est mon avis, du passé faisons table rase. Aujourd'hui, moi je suis venu à ce débat, qui est un débat très courtois, en tout cas avec M. Lévy et avec M. Carpentier, pour construire pour cette ville. Donc le passé, entre guillemets, ne m'intéresse pas. Je n'ai pas de bilan à défendre. Moi, je suis juste là pour dire qu'on a tous la même ambition, tous la même envie, c'est de revoir la revitalisation de notre ville, d'avoir une espèce de solidarité entre nous pour que notre ville redevienne le cœur de l'Orne et redevienne le Argentan d'hier. Donc ces petites querelles intestines ne m'inspirent pas grand-chose, mais je pense qu'il faudrait, à mon avis, en tout cas, couper court et passer à autre chose, plutôt que être dans le constructif plutôt que dans la critique. Oui, c'était bien de clarifier. Alors, on va... Oui. Excusez-moi, juste comme vous l'évoquiez à l'instant, Monsieur Houllier, vous êtes d'accord sur plein de choses. On a pu s'en rendre compte au cours de ce débat, notamment sur l'état des lieux, les constats, y compris notamment dans les chantiers prioritaires sur les logements. Est-ce que vous pourriez brièvement, s'il vous plaît, les uns et les autres, nous dire ce qui vous différencie au final ? Mais ce qui nous différencie, c'est pas grand-chose en fait. Moi, je m'aperçois. Non, mais c'est vrai. Le fait qu'on soit pas dans la même équipe, ça nous différencie. Maintenant, le fait qu'on fasse pas partie du même parti, c'est le cas de le dire. Nous sommes tous argentanais. On a à peu près, à quelques exceptions près, mais effectivement, après, c'est une question de sémantique. Un projet qui veut le renouveau de notre ville. Donc moi, je vois pas de grosses différences. Ensuite, il va falloir à un moment donné que l'on s'affiche et qu'on dise ce que l'on veut vraiment pour cette ville. La seule différence, en tout cas moi ce qui me différencie de M. Lévy et de M. Carpentier, c'est que pour l'instant je n'ai pas eu de mandat électif et que c'est peut-être justement l'occasion de m'en donner un. Voilà. Est-ce qu'on peut peut-être brièvement aussi demander aux autres candidats ce qui, selon vous, vous différencie ? Non. Là, il va falloir qu'on enchaîne, pardon, parce qu'on est très très en retard. Je suis désolé, mais on va passer. On va passer
on l'avait promis, hein, on a sélectionné 3 questions de lecteurs de Ouest France et du Journal de l'Orne. Donc on va vous soumettre qui appellent normalement des réponses plutôt brèves. Hein. Voilà. Alors on va donc, pareil, c'est le sort qui va décider. La petite question, M. Carpentier. Ah, il y en a 2 peut-être, non? Oui, c'est ça. Il va répondre à la mienne. Voilà. Allez-y. Karim, tiens. Voilà. Ouais. C'est comme au tirage de sort. C'est ça. Voilà. Monsieur Carpentier, dans l'ordre, on en est où dans l'ordre? C'était. Je crois que c'était à Monsieur Léveillé de commencer. C'était à Monsieur Léveillé de lire la première question, lecteur ou lectrice d'ailleurs. Je crois même que j'ai trouvé le lecteur. Ah, bah écoutez. Je vais te dire une question de Marc. Vous allez voir le sujet, je pense que certains vont retrouver qui c'est. Plusieurs d'entre vous ont évoqué dans leur programme une piétonisation régulière du centre-ville. Quelle est votre position à ce sujet et les commerçants seront-ils concertés? Alors, 2 choses sur le sujet. La première, c'est que la vraie question qui se pose, c'est... Karim Moulier utilise le mot redynamisation du centre-ville. Moi, j'utiliserais plutôt dynamisation du centre-ville. Parce que je pense que le centre-ville est dynamique. Il est centre-ville, il est dynamique, pardon, y compris avec les boutiques tests, par exemple, qui s'y développent et qui permettent d'amener de la nouveauté, là encore, de l'intérêt et qui permet d'attirer au-delà de notre territoire. L'idée d'une piétonisation, moi, je ne suis pas favorable à une piétonisation totale et complète. Mais en revanche, je pense que l'idée d'une piétonisation ciblée par rapport à des activités, à des actions qui sont menées sur le territoire, ça peut donner une vraie visibilité au centre-ville. Ça peut permettre à des gens qui n'y viennent pas, y compris pour des raisons de sécurité. On a un centre-ville particulier. Enfin, quand on n'est pas à Argentan, il faut le savoir. On a un centre-ville particulier avec une espèce de goulot d'étranglement, une côte. C'est très particulier. Et il y a des endroits où on a finalement, y compris quand on est piéton et qu'il y a les voitures, on a peu de place pour passer. Donc moi, je reste persuadé que ça peut être une idée intéressante, utile pour le territoire. Et puis, dernière partie de la question, concertée. C'est oui à une piétonisation partielle, c'est-à-dire lors d'actions qui sont des actions menées et qui doivent être aussi des actions concertées. Et concertées, certes, avec les commerçants, mais pas seulement. Le centre-ville, il n'appartient pas que aux commerçants. Le centre-ville, il appartient à toute la ville. Et quand j'entends, moi, des habitants, y compris des habitants des quartiers, qui disent 2 choses. On ne vient pas en centre-ville, ça a été dit il n'y a pas longtemps, parce que c'est trop cher. Je pense qu'il faut qu'on se pose la question. Deuxièmement, on ne vient pas en centre-ville parce que vous comprenez, nous on a des gosses et c'est dangereux, il faut les surveiller en permanence, etc. Il faut vraiment se poser la question. Donc le sujet, il n'est pas un sujet uniquement de commerçants, il est un sujet de l'ensemble de la population et de la dynamique qu'on veut apporter au centre-ville. Vous pouvez absolument, sur la piétonisation, chacun peut réagir. Faire part de sa position. Un court instant, je ne sais pas si Frédéric Léveillé a rencontré récemment des commerçants. Il va me dire oui, bien sûr. Et il n'a pas senti la grande colère chez les commerçants par rapport à l'échec total de la dernière mise en zone piétonne de la rue principale. Alors ça n'a pas du tout été abordé. Ah, ça n'a pas été abordé. Oui. Je peux vous dire que ça a été un fiasco magistral et je parle sous le couvert des commerçants larges qui se sont exprimés. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a eu aucune concertation et deuxièmement parce que commercialement parlant, ça a été un échec total. Ceci dit, le problème de cette ville, c'est d'avoir une approche différente sur les flux de circulation, sur la place des circulations dites douces, c'est-à-dire la place du piéton et la place du vélo. Et c'est peut-être par la place du vélo d'ailleurs que nous commencerons par rapport effectivement aux voitures en centre-ville. Ça n'est pas avec tous les problèmes de parking et les propos des uns et des autres se critiquant, ils laissent sa voiture, les commerçants laissent leur voiture devant les commerces, etc. etc. Il y a un vrai problème d'état des lieux de ces flux de circulation, des parkings et d'une vraie concertation avec les commerçants pour essayer de trouver des solutions. Donc en résumé, pour vous, la piétonisation, c'est pas à l'ordre du jour dans l'immédiat? Non, effectivement, peut-être à l'occasion d'événements bien particuliers en concertation
avec les commerçants. Mais moi, je vais vous dire ma pensée, parce que je n'ai pas l'habitude de mentir. Je suis très nordique dans mon état d'esprit, peut-être parce que j'ai travaillé plusieurs années en Allemagne. Les Allemands et les pays du Nord ont une autre vision, totalement différente de la nôtre. Je me demandais même si ce ne serait pas intéressant qu'on ait des regards étrangers sur notre ville. On ne va pas pouvoir s'attarder là-dessus ce soir, Il y a, désolé, mais... dans ces pays-là, une très grande priorité accordée aux piétons et aux vélos, avec toutes les mesures qui s'imposent derrière. Piétonisation, pas tout de suite. Karim Moulier, piétonisation. Alors moi, je vais être plus concis. Enfin, je vais essayer en tout cas. Hein. À la fin des années 80, au début des années 90, j'ai connu le centre-ville totalement piéton le samedi, avec une belle fontaine à son sommet. Aujourd'hui, moi, je suis un des partisans. Maintenant, je ne suis pas un régent. Je ne suis pas là pour décider de ce que doit faire le maire, notamment pour les commerçants du centre-ville. Pareil, il faut entamer une concertation, mais il y a plusieurs solutions pour pouvoir peut-être faire une espèce d'hybride avec un centre-ville piéton le samedi et le dimanche après-midi, pour laisser les métiers de bouche, aux métiers de bouche la possibilité de travailler le samedi matin et le dimanche matin éventuellement pour ceux qui sont ouverts. Maintenant, il y a pléthore de solutions à apporter, et encore une fois, je le répète, c'est les commerçants qui sont les premiers intéressés, donc c'est à eux de décider. C'est mon avis en tout cas. Juste 2 secondes. Alors, 2 secondes. C'est important parce qu'il ne faut Ouais, pas mais- laisser dire des choses qui ne sont pas vraies. Donc, premièrement, la concertation, elle a eu lieu, y compris avec la Fédération des commerçants, même si elle n'a pas été, sans aucun doute, de meilleure qualité. Ça, je le concède et je le partage. Mais en revanche, c'est aussi un choix et une décision qui a été une décision prise dans un groupe majoritaire qui se réunit tous les lundis soirs, à l'unanimité. Je n'ai pas entendu de positions qui étaient des positions contraires, y compris avec des gens d'ailleurs qui aujourd'hui disent l'inverse. Mais c'est vrai, ça n'a pas été pris avec Jean-Louis Carpentier, car depuis, je crois, à peu près 6 ans, on ne le voit pas en réunion de groupe. On va pouvoir... On va pouvoir, oui, effectivement, aborder la deuxième question de lecteur. C'est à vous, Monsieur Carpentier, de nous lire celle que vous avez piochée. Donc c'est une question d'Émilie, empreinte de nostalgie. Comptez-vous, pendant le prochain mandat, ouvrir la réflexion concernant une salle des fêtes telle qu'il en existait autrefois pour accueillir des fêtes familiales ou associatives? La ville est dotée de nombreuses infrastructures offertes aux citoyens. Il n'y a plus cette vieille salle des fêtes d'antan qui a rempli pendant des années ses missions. Ce que je sens peut-être percevoir, c'est le manque qu'il y aurait, je dis peut-être, dans cette ville pour des lieux susceptibles d'accueillir des fêtes familiales ou associatives. Je ne suis pas là, à la date d'aujourd'hui, à l'instant T, forcément partie prenante d'un nouveau projet de salle des fêtes, mais nous serons très ouverts à une réflexion avec les citoyens sur, effectivement, manque-t-il de lieux dans cette ville susceptibles de rassembler et de créer du lien entre les familles et les associations? La question mérite d'être posée. Karim Moulier, est-ce qu'il manque une salle des fêtes à Argentan? Je pense qu'en termes de salles et d'équipements, la ville est largement dotée. Je rappelle que la salle des fêtes, effectivement, a été détruite, mais elle a été suppléée par le hall d'exposition. Donc, est-ce que ça a un intérêt particulier d'investir une certaine somme pour reconstruire une salle des fêtes? Je ne suis pas certain que ce soit une priorité. Ça pourrait l'être. En tout cas, pour l'instant, moi, je considère que ce n'est pas une priorité d'un mandat de maire. Frédéric Léveillé, c'est le format de la salle des fêtes? Alors, le format, c'est plus le hall des expositions, c'est le hall du champ de foire. Mais comme ça va bientôt être écrit dessus, en plus, on le verra encore mieux. Le hall du champ de foire, il a été complètement rénové à l'intérieur, il sera rénové à l'extérieur dans quelques mois. Et ce qui est important, c'est qu'il a été structuré de façon à pouvoir le couper en deux, voire davantage, y compris avec des rideaux, et de pouvoir répondre à des besoins avec des tailles diverses. Donc, je pense que c'est un outil qui doit être un outil peut-être mieux appréhendé par l'ensemble de la population. Ce qu'on constate, puisque aujourd'hui on a la Grange Alexandrine, on a la salle Maupassant, on a la salle René Cassin, qui sont en gros, je vais faire court, à une petite centaine de personnes, maxi. Peut-être qu'il y a un intermédiaire à trouver
qu'il faut avoir une réflexion collective, mais là aussi, si on évoque la notion de priorité, je ne pense pas que ça en soit une. Aujourd'hui, je pense qu'on a des réponses. Elles ne sont peut-être pas toujours hyper adaptées à tout le monde, mais je pense qu'elles sont pour l'essentiel en tout cas adaptées. Merci. Monsieur Houllier, peut-être pour la dernière question. Alors moi j'ai une question d'Aline qui demande quelle est votre position sur la place que doivent occuper le bio et les menus végétariens dans la restauration collective et en termes de sensibilisation pour les particuliers et les restaurateurs. Alors en ce qui concerne la restauration collective, moi le bio je suis un partisan, les circuits courts, on est sur des terres agricoles avec la possibilité justement de s'approvisionner le plus près possible. Concernant les menus végétariens, je l'opposerai au menu bio parce que le bio, moi je pense que c'est vertueux dans un second temps, mais les menus végétariens, c'est un choix de consommation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne mangent pas de viande et qui sont végétariens. Et de l'imposer dans la restauration collective, je ne suis pas certain que ce soit probant. Aujourd'hui, moi, si on impose, excusez-moi, je vais être très trivial, des menus halal dans les cantines, je pense qu'on va être très très vite critiqué. Donc les menus végétariens, pour l'instant, je suis pas partisan. Maintenant, encore une fois, ça mérite une réflexion. Ensuite, en termes de sensibilisation pour les particuliers et les restaurateurs, je pense que nos restaurateurs sont sensibilisés. On peut prendre l'exemple d'Arnaud Viel qui travaille avec des produits frais, des produits du secteur, et d'autres restaurateurs aussi qui travaillent avec des produits qui ne viennent pas de la grande industrie agroalimentaire. Donc la sensibilisation, en tout cas, moi, me semble pertinente. Trois choses. La première, c'est que la restauration collective, aujourd'hui, il faut parler clair. Là aussi, il faut donner des chiffres. Aujourd'hui, c'est plus de 1200 repas par jour. Donc moi, autant je partage l'idée qu'il faille en effet avoir du circuit court, sauf que le circuit court, il faut le structurer. Parce que quand vous avez du steak à manger, ça se saurait si dans un bœuf, il y avait que du steak. Donc ça veut dire que c'est des problématiques qui sont des problématiques aujourd'hui très complexes et qu'il y a une réflexion qui est menée aujourd'hui sur un plan alimentaire territorial. Moi j'avoue que, y compris en termes d'organisation, je préférerais un agenda de l'alimentation parce que je pense que ça permet d'avoir une vision encore plus globale et cohérente. Ça veut dire quoi un agenda ? Un agenda de l'alimentation, c'est aujourd'hui un outil qui existe, un peu à l'image de ce qui existait sur l'agenda 21, où on pose l'ensemble du sujet sur la table. L'ensemble du sujet, c'est pas seulement l'alimentation, c'est-à-dire ce qu'on mange. L'ensemble du sujet, c'est d'où ça vient, comment ça vient, avec qui ça vient, quelles sont les difficultés de transport potentielles. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est qu'on demande aux agriculteurs de faire du circuit court, mais ils amènent ça comment ? Il y a la direction des services vétérinaires qui surveille beaucoup de choses, et c'est légitime, mais il y a une vraie réalité, une vraie complexité. Ça devient un sujet éminemment technique. Et puis en plus, là, la déclinaison telle qu'elle est évoquée, elle est liée à la loi, ce qu'on appelle la loi Egalim. Et cette loi Egalim, elle est elle aussi compliquée et elle a, je crois, complexifié la situation. Le vrai sujet, c'est les marchés. Comment on arrive à structurer des marchés ? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas acheter, malheureusement, sauf en toute petite quantité, de gré à gré. Il faut travailler avec des marchés. Et les marchés, c'est complexe parce qu'on fait appel à... Donc, du bio, c'est intéressant. Mais quel est l'intérêt d'aller manger des kiwis bio qu'on fait 11 000 km ? C'est pas du développement durable. Donc le sujet, je ne pense pas qu'on puisse y répondre comme ça en 2 temps, 3 mouvements. Je pense que c'est un vrai sujet majeur, un vrai sujet d'actualité et un vrai sujet d'avenir. Et puis enfin, je terminerai sur un point, c'est que nous proposons de mettre la gastronomie au cœur de notre réflexion collective et faire d'Argentan une cité de la gastronomie au cœur de l'Orne et de la région. Pourquoi ? Parce qu'en effet, nous avons des atouts. Je l'ai évoqué tout à l'heure, un chef étoilé, mais pas seulement, des restaurants de qualité, etc. Ça veut dire que nous devons identifier notre territoire, y compris par cette entrée, parce que c'est une entrée d'attractivité. Et nous avons proposé un festival du film gastronomique. C'est pas anodin, parce que la culture, ça permet aussi de faire venir des gens, de loin, et ça permet de structurer. Donc voilà. En résumé, il y a la volonté, mais ça sera long à mettre en œuvre. Jean-Louis Carpentier. Écoutez, il y a d'abord tout simplement du bon sens dans le fait de vouloir que les enfants mangent mieux,
que la qualité des repas leur soit plus profitable. Et donc, de ce point de vue-là, je suis naturellement très favorable à ce qu'on puisse introduire de manière progressive, peut-être, et c'est d'ailleurs déjà le cas dans la restauration collective des écoles d'Argentan Intercom. Il y a déjà 1 ou 2 fois par semaine des repas bio, ce qui me paraît intéressant là-dedans, mais comme disait Frédéric Léveillé, ça n'est pas forcément simple. Il y a des réglementations, il y a des questions d'organisation, mais que l'on ait des circuits courts et qui puissent effectivement s'appuyer sur des productions locales. C'est-à-dire que le bio doit être le reflet de ce que font les producteurs de notre territoire en priorité, en termes de culture, par exemple, ou de production. Donc c'est important qu'on puisse leur donner cette possibilité de se faire valoir. Évidemment, alors, sur les repas purement végétariens, ma fille, dans son collège, en a eu un récemment à l'essai. C'est expérimental pour l'instant dans ce collège. Donc, bon, je n'y suis pas opposé, bien entendu. Quant à la position des restaurateurs eux-mêmes, ils s'expriment suffisamment souvent dans la presse lorsqu'ils ouvrent des établissements ou lorsqu'ils les rénovent en disant « produits locaux ». Produits bio, c'est déjà pour eux, ils ont raison, une marque de qualité de leur établissement et de leur cuisine. Merci. On va passer à la dernière question de ce débat avec la dernière Léa. question, effectivement, qui va être, et je crois qu'on recommence avec vous, Monsieur Carpentier. Si vous êtes élu, quelle est la réalisation que vous voulez qu'on retienne de votre mandat ? Oui, de vos 6 ans de mandat. Réalisation que nous ferions et que la population ou l'histoire de cette ville retiendrait. Laissez-moi réfléchir. C'est pas forcément de la pierre, hein, ça peut être justement non, je pense quelque chose de plus immatériel. Ce que j'aimerais, c'est que dans cette ville, au niveau de l'habitat, se créent des quartiers nouveaux, de mixité sociale pleine, qui intègrent, je l'ai dit tout à l'heure, la végétalisation et le paysage, qui soient des quartiers intergénérationnels dans lesquels la qualité de vie et de bien-être des citoyens et leur sécurité soient assurées. J'aimerais que cette ville sorte du patrimoine qui est le sien, non pas que je le conteste, le patrimoine ancien est existant et beau et il y a eu toute la reconstruction d'après la guerre, elle est comme ça, mais je pense qu'aujourd'hui, et nous avons, mais je ne vais pas le développer ici maintenant, un projet dans ce sens, il faut que nous évoluions dans la conception de l'habitat dans cette ville, que nous allions vers un habitat, je vais le dire en formule, de la modernité. Merci. Monsieur Houllier, même question, la réalisation que vous voulez qu'on retienne ? Alors moi, je ne veux pas être un maire bâtisseur. Bon, en tout cas, ça n'a pas d'intérêt particulier. Moi, ça va être un peu plus abstrait. J'aimerais de donner à cette ville qu'on retienne de mon mandat, si j'étais élu maire, d'avoir été le maire qui a redonné la place d'Argentan au cœur de l'Orne, qui a redonné ses vertus à cette ville, qui a redonné la fierté aux Argentanais d'aimer cette ville. Et ça, je trouve ça hyper important. Et tout ça, encore une fois, hein, passera par la redynamisation économique, passera par plein d'autres choses, hein, parce qu'il n'y a pas que ça, évidemment. Je ne veux pas focaliser sur la redynamisation économique, mais je veux qu'Argentan retrouve la place qui a été la sienne auparavant. Moi, j'entends quelques personnes que je croise, plusieurs même, qui ne sont pas spécialement fiers d'Argentan. Moi, j'aurais pu aller travailler ailleurs quand j'étais jeune. La quasi-totalité de mes amis d'enfance sont partis. Bon, dommage pour eux. Maintenant, moi, j'ai choisi de rester ici parce que j'aime ma ville. Et moi, si j'aime ma ville, j'ai envie que tous les Argentanais l'aiment aussi. Donc voilà, ce serait une notion un peu abstraite, qui peut paraître abstraite, en tout cas un peu plus symbolique, mais ce serait celle-ci, en tout cas. Monsieur Léveillé, je vous laisse répondre. Sur un bilan de mandat, c'est à la fois long et court, 6 ans. C'est long quand on travaille et qu'on travaille beaucoup, mais c'est court pour faire changer, et moi c'est ce que je souhaiterais, faire changer l'image. L'image locale, l'image régionale et l'image nationale. Je vais prendre 3 exemples. L'image locale, parce que ce que je souhaite, c'est que nous soyons collectivement capables d'être fiers
de notre territoire et de le porter. C'est-à-dire qu'au lieu, j'emploie souvent cette expression, au lieu de parler des trains qui arrivent en retard, on parle des trains qui arrivent à l'heure. Et qu'au lieu de porter les idées de « c'était mieux avant », c'est « ce sera mieux demain ». L'image régionale, c'est permettre que Argentan soit ce que j'appelle une grande petite ville régionale. C'est-à-dire qu'elle soit identifiée. Vous savez, aujourd'hui, quand on accueille des épreuves sportives régionales, voire davantage, les gens savent où est Argentan. Ils savent les qualités des équipements argentanais. Eh bien, moi, je souhaite que ce soit porté encore davantage. Et puis enfin, à l'échelle nationale, 2 choses. D'abord, je l'ai encore vécu il n'y a pas très longtemps que ça, je souhaite qu'on ne confonde pas Argentan et Argenton. C'est important. C'est important. Et donc, il faut aussi valoriser Argentan au niveau national. Et ça, c'est un plaisir. Quand on croise des gens, et j'ai un souvenir ému de mon ami président du conseil départemental de la Dordogne, Germinac Perrault, qui lui connaissait Argentan depuis bien longtemps, parce qu'en ayant été vice-champion du monde de canoë-kayak, forcément qu'il connaissait Argentan. Et bien c'est ça que je veux, moi, pour demain, c'est-à-dire que l'image de la ville, elle soit portée départementalement, régionalement, nationalement, voire au-delà. Merci à toutes et à tous. Vous allez pouvoir applaudir les 3 candidats. Vous allez pouvoir, si vous voulez, applaudir tout le monde collectivement, si vous le souhaitez. Voilà. Nous arrivons au terme de ce débat. Merci de votre attention. Vous allez pouvoir retrouver, on a été un peu plus long, hein, vous l'avez évidemment vu, mais vous allez pouvoir revivre ce débat demain sur les sites de Ouest France Argentan et d'actu.fr. Merci, très bonne fin de soirée.